En gros, il y a 2 ans et demi, mais l'inspiration m'est venue il y a 5 ans. Il y a 5 ans, Google et IBM commençaient à communiquer un petit peu sur ce qu'ils faisaient dans le domaine. Et ce qui m'a motivé à m'y intéresser, c'est que j'ai découvert le sujet dans la presse technique américaine ou française. Je me suis rendu compte que, 1, je ne comprenais rien, et que 2, j'étais sûr que les gens qui avaient écrit dessus n'avaient rien compris non plus. Parce que ça se voyait, c'est-à-dire je comprenais que les gens n'avaient pas compris. Donc je me suis dit, je vais me les cogner, quoi. Je vais me cogner le truc pour comprendre, pour pouvoir l'expliquer. Et j'ai démarré une sorte d'enquête technologique il y a 2 ans et quelques, oui, j'ai démarré fin 2017. J'utilise une méthode un peu particulière d'enquête, c'est que j'appelle ça la méthode écureuil-noisette. Je ne sais pas si vous connaissez Scratch, dans Ice Age. Donc en fait, moi je collecte les noisettes, je les mets dans un grand sac, puis après je trie les noisettes en petits sacs, puis après j'écris à partir de là. Puis de temps en temps, je vais aller voir des gens, et il se trouve que dans le domaine du quantique, j'ai eu l'occasion de rencontrer énormément de spécialistes américains, français, que je vais vous citer tout à l'heure, et qui m'ont permis de répondre à des questions que je me posais et que je n'arrivais pas à traiter correctement juste en lisant la littérature scientifique qui est assez abondante sur le sujet. Alors l'ordinateur quantique, l'informatique quantique dont je vais vous parler, il s'appuie sur la physique quantique, qui n'est pas le sujet le plus facile à aborder. C'est un sujet d'ingénieur, de scientifique. La plupart des gens que je connais qui maîtrisent bien un sujet, c'est tous des doctorants, des docteurs ou doctorants plus docteurs, post-doc. Moi je suis juste ingénieur, j'ai pas fait de thèse, donc je me cogne les documentations scientifiques, j'essaie de comprendre, je comprends de manière approximative, et donc ce que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est la compréhension d'un ingénieur généraliste approximative, ayant discuté avec des chercheurs. Alors la chance que j'ai eue quand même, c'est que j'ai écrit beaucoup de papiers sur le sujet, et les scientifiques que je connais, ils lisent mes papiers, mais y compris les scientifiques les plus pointus de France. Et jusqu'à présent, ils ne m'ont pas allumé. C'est pas mal, quoi. Il y en a même un qui m'a recommandé à des journalistes en disant « Allez, regardez ce qu'écrit Olivier, Alain Aspect, que je citais tout à l'heure, qui est un des plus grands scientifiques de France, il m'a fait le coup, quoi. » Je dis « Bon, c'est pas mal, on peut y arriver. On peut arriver à vulgariser sans se tromper, quoi. » Parce que dans le domaine de l'IA, par exemple, qui est un autre sujet technique important, il y a beaucoup de gens qui font de la vulgarisation de l'IA, mais qui racontent quand même pas mal de choses bizarres, quoi. Donc dans le quantique, le risque est aussi élevé de raconter n'importe quoi. Alors la physique quantique, je vais vous en parler un peu, puis après on va petit à petit s'approcher de l'ordinateur et je vais vous expliquer comment ça marche. Alors je vais vous raconter pourquoi d'ailleurs, au début quand j'ai découvert l'ordinateur quantique, je voyais que les gens ne comprenaient pas. Vous avez sûrement entendu parler, parce que si vous êtes là, vous vous intéressez au sujet, vous avez entendu parler des qubits. Bon, vous savez que les qubits c'est 0 et 1 en même temps et que grâce à ça on fait du calcul. Mais à l'époque, quand je lisais des articles parlant de ça, il n'y avait jamais quelqu'un qui expliquait qu'est-ce qui rentre, qu'est-ce qui sort de l'ordinateur. Il disait juste 0 et 1, et à partir de là, ok, conceptualise les données que ça traite, les résultats que ça génère, et personne ne l'expliquait. Et ça m'a empêché de dormir pendant 1 an, quoi. Comprendre qu'est-ce qui rentre, qu'est-ce qui sort. Le paradoxe, c'est que c'est pas le même process qu'un ordinateur classique. J'ai vu aussi des gens, par exemple, parler de big data avec du quantique. Bon, on ne fait pas de big data avec le quantique, en tout cas pas avant très très longtemps. Et donc j'ai essayé de rapprocher les concepts d'informatique classique avec ce que fait l'ordinateur quantique pour raccommoder un petit peu les valeurs. Alors la physique quantique. Vue de très haut, la physique quantique, c'est une branche de la physique qui a été découverte en 3 grandes étapes. Il y a une première étape qui est le 19e siècle, avec des gens comme Boltzmann, Maxwell, qui ont en fait découvert toutes les théories de l'électromagnétisme, et qui ont été les précurseurs de la compréhension des mécanismes qui se produisent, notamment autour de la lumière et des électrons. Et c'est seulement au début du XXe siècle que de très grands scientifiques, dont vous avez éventuellement entendu parler, comme Albert Einstein en 1905, qui est à l'origine de la formalisation de ce qu'on appelle l'effet photoélectrique, qui décrit en fait l'interaction entre la lumière et la matière, avec les sauts d'électrons dans les couches d'électrons dans les atomes et qui émettent ou qui absorbent des photons. Ça aboutit derrière, dans les années 20 et 30, à tout un tas de travaux réalisés par les noms ultra connus que sont Schrödinger, Heisenberg, Max Born, etc., qui sont en fait les fondateurs de la physique quantique. Il se trouve que tous ces travaux qui ont été réalisés au début du XXe siècle, ils ont abouti à tout un tas de technologies qui sont dans les produits de tous les jours qu'on a sur nous. Nos ordinateurs, nos téléphones, nos télés, ils utilisent les technos qui viennent de ce qu'on a découvert au XXe siècle.
Les transistors, l'effet tunnel, tout ça, ça s'appuie sur la mécanique quantique. Les lasers, c'est une manipulation des photons un peu particulière. L'imagerie médicale, tous les processus d'imagerie médicale s'appuient en partie sur des mécanismes quantiques. Et puis, le simple panneau photovoltaïque qui transforme des photons qui viennent du soleil en électricité, c'est l'effet photoélectrique d'Albert Einstein de 1905, qui lui-même d'ailleurs formalisait des choses découvertes avant ça. Et ça, on appelle ça la première révolution quantique. Et la deuxième révolution quantique, qui est formalisée par Alain Aspect, qui a découvert l'intrication quantique en 1982, en tout cas qu'il a mis en œuvre dans une expérience de laboratoire à l'Institut d'optique, qui à l'époque était à l'Université d'Orsay dans le bâtiment 503. Et bien, ce qu'on appelle la seconde révolution quantique, c'est celle qui s'appuie sur un certain nombre de mécanismes quantiques particuliers, que je cite ici. Il y en a un premier, c'est la capacité à maîtriser, à contrôler des quantums uniques, un photon unique, un atome unique ou un électron unique. Ce qui est assez particulier, c'est physique de précision. Alors qu'avant, quand on faisait des lasers, le laser c'est des milliards de photons qu'on balance pour faire un rayon laser rouge, là, comme ça, quoi. Le deuxième principe qu'on utilise, c'est la superposition. C'est la capacité de ces particules, qui sont ou des photons, des électrons ou des atomes, d'être dans des états superposés en même temps, que je décrirai un peu après. Et le troisième élément qui est très utilisé dans ce qu'on appelle l'informatique quantique et dans la deuxième révolution quantique, c'est l'intrication. C'est la capacité de particules à être synchronisées entre elles, à distance. Et d'ailleurs, en temps réel. On est capable, par exemple, de prendre des photons, les envoyer les couper en deux, enfin, les séparer en deux, d'envoyer dans deux directions, et quand on modifie un à l'arrivée, ça modifie l'autre à l'arrivée de l'autre côté, quoi. Et en temps réel, il y a plus vite que la lumière. Donc c'est assez contre-intuitif comme mécanisme physique. Et tout ça, ça aboutit à 4 grandes branches de ce qu'on appelle globalement le quantique de la deuxième génération. Le calcul quantique, sur lequel je vais beaucoup me focaliser aujourd'hui. La métrologie quantique, qui sont en fait toutes les techniques de mesure de précision qui s'appuient sur la physique quantique pour mesurer la gravité, le magnétisme, le mouvement, le temps, mais avec une précision meilleure que les meilleures techniques d'aujourd'hui qui ne s'appuyaient pas sur la physique quantique. Le troisième point, c'est les télécommunications quantiques. Il se trouve qu'on peut utiliser la communication quantique avec des photons pour faire des communications satellites. Alors, en général, c'est utilisé dans le cadre de la cryptographie quantique, qui consiste à envoyer des clés publiques au travers de fibres optiques, par exemple, mais avec des systèmes qui sont censés être inviolables grâce à la physique quantique. Donc tout ça, c'est la seconde révolution quantique qui a démarré en gros dans les années 80 et qui a abouti à des technologies de ce type-là, alors qui n'ont pas le même niveau de maturité. Aujourd'hui, dans l'industrie, on a déjà des solutions qui sont vendues, qui s'appuient sur la métrologie quantique. On commence à avoir des startups qui font des choses qui commencent à tenir le coup sur les télécoms et la crypto quantique. Et du côté d'ordinateurs quantiques, ça existe, mais avec des niveaux de puissance qui sont pour l'instant très limités. Donc pas encore utilisables de manière industrielle classique. Ça marche, on sait le faire à petite échelle. C'est un peu l'équivalent de l'ENIAC en 1945, le premier ordinateur de l'histoire de l'informatique. Donc on est au tout début de l'histoire de l'informatique quantique de ce point de vue-là. Donc on n'a pas le même niveau de maturité selon le sujet. Alors derrière, il y a des gens, j'en ai cité quelques-uns, et je vais vous montrer tous ces gens. J'aime bien réhumaniser la science, parce que c'est bien intéressant de parler de physique quantique, mais c'est intéressant de montrer qu'il y a des gens derrière. Alors c'est un monde assez masculin au XXe siècle, vous voyez, il y a une seule femme qui apparaît dans ce schéma, Emmy Noether, qui est une grande mathématicienne allemande, qui d'ailleurs a fait ses découvertes alors qu'elle n'avait même pas le droit d'avoir le titre de prof avant 1919 en Allemagne, et elle a obtenu le titre de professeur très longtemps après avoir fait ses grandes découvertes, qui ont été utilisées par un grand nombre des physiciens qui sont là. Donc je ne vais pas tous les citer, je vais peut-être citer les Français quand même. Est-ce que vous connaissez Louis de Broglie? Voilà, vous avez appris en cours peut-être, c'est des cours là-dessus. Donc de Broglie, c'est lui qui a formalisé l'aspect un peu bizarre de l'électron, qui est que l'électron, c'est une particule qui est à la fois une particule physique avec une masse, une inertie, etc., mais en même temps qui se comporte comme une onde, avec les fameuses expériences de forme de Young, que vous avez peut-être vu en cours. Mais après, ce qu'il a formalisé autour de l'électron, ça s'est appliqué à des atomes, ça s'est appliqué à des particules élémentaires plus lourdes, et ça s'est même appliqué à des molécules. Bon, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait reproduire l'expérience de forme de Young, mais avec des molécules, avec plusieurs atomes, qui se comportent comme une onde. Donc on est allé bien au-delà de l'électron de ce point de vue-là.
Si on avance avec des photos en couleur, avec des gens encore vivants pour l'essentiel, là on est au XXe siècle, disons après-guerre. Certains sont plus vivants, là, comme cette chinoise sino-américaine. Félix, je l'ai mis là, Félix Bloch, il m'a empêché de dormir pendant 4 mois, je vous expliquerai pourquoi après. C'est lui qui est à l'origine du formalisme en 3 dimensions de la sphère de Bloch qui permet de décrire l'état d'un qubit. Vous avez alors je vais vous parler de ceux que je connais, parce que je ne connais pas tous, hein. Je vais vous parler des Français qui sont là-dedans. Alors il y a Claude Cohen-Tanuji qui a créé les techniques de refroidissement par laser d'atomes. C'est grâce à lui qu'on sait refroidir des atomes à quelques millikelvin. Hein. C'est un prix Nobel. Bon. Vous avez Alain Aspect, que je connais bien, qui est le père de la seconde révolution quantique. C'est lui qui a découvert l'intrication quantique, enfin qui l'a mise en œuvre dans une expérience. Vous avez son collègue qui était son élève à l'époque, Philippe Grangier. Lui, c'est l'inventeur de la crypto quantique. Donc respect, quoi. Et le gars, il enseigne à Suboptique, il est à cheval entre Paris et Saclay. Vous avez, je continue la liste, Daniel Estève, qui est basé au CEA à Saclay, qui est en gros le pionnier des qubits supraconducteurs. Il est toujours au CEA. Et pour la petite histoire, John Martinis, dont vous avez peut-être entendu le nom, qui est le patron de l'équipe de recherche quantique de Google, qui a atteint cette fameuse suprématie quantique dont on a entendu parler en septembre-octobre. Eh bien, John Martinis, c'est un ancien thésard de Daniel Estève. Mais il y a 20 ans. Donc en fait, ce que fait Google, c'est né à Saclay, au CEA. Bon, sauf que lui, c'est pas un mec très optimiste, donc il n'était pas à rentre dedans, il était un peu pessimiste sur le devenir de ce qu'il faisait, donc il n'a pas poussé jusqu'au bout, alors que ses élèves, eux, ils ont poussé plus loin. Il avait un collègue qui s'appelle Michel Levoret, qui lui s'est installé aux US, à Yale, je crois, l'université de Yale, et il a créé une boîte aux États-Unis qui travaille aussi sur les qubits supraconducteurs. Je continue dans ceux que je connais. Alors vous avez Arroche, je ne le connais pas, mais il est prix Nobel en France, hein, il est spécialiste de photonique et d'atomes froids. Et puis vous avez Maud Vinet, une femme qui a 47 ans à peu près, que j'admire beaucoup. C'est une ingénieure chercheuse qui est au LETI à Grenoble, au CEA LETI, qui est la branche nanotechnologie du CEA. Et je la décris comme la Elon Musk française du quantique. Pourquoi ? Parce que cette femme, elle pilote toute la branche de Grenoble qui pourrait aboutir à la création d'ordinateurs quantiques à base de silicium, qui est une des branches prometteuses du quantique, notamment la branche qui permettrait d'aller le plus loin possible en nombre de qubits qu'on alignerait sur un processeur. Donc elle, son ambition, c'est de faire dans moins de 5 ans un ordinateur quantique à 100 qubits, ce qui est beaucoup hein, par rapport à l'état de l'art aujourd'hui, et d'aller après à 20 millions. Et c'est son objectif, elle a obtenu 14 millions de la Commission européenne pour démarrer là-dessus. Ils sont en train de créer tout un hub à Grenoble autour de ça, autour du CEA et de Grenoble, et ça pourrait aboutir à quelque chose d'intéressant. Alors il n'y a pas que des Français évidemment, hein. Il y a des Américains, des Autrichiens, des Hollandais, il y en a de tous les pays du monde, beaucoup plutôt d'Européens et d'Américains. J'ai pas mis beaucoup d'Asiatiques hein, dans mon bestiaire ici. Et je vais rajouter une femme qui est Pascale Selnar, qui est ici, qui est une des plus grandes spécialistes de la production de photons uniques pour des expériences, pour de la recherche dans la photonique. Et ça peut servir aussi bien dans la métrologie quantique que pour alimenter un ordinateur quantique qui s'appuie sur des photons avec des photons de très bonne qualité. Et en fait, elle a inventé le procédé semi-conducteur qui permet de générer ces photons. C'est une polytechnicienne, elle est directeur de recherche au CNRS, elle est entrepreneuse en même temps, elle a créé une société qui s'appelle Candela, qui fait ses produits de génération de photons uniques, elle est basée à Saclay, et elle est basée à un endroit que j'ai découvert il y a 1 an qui m'a surpris, parce que souvent, quand on n'est pas proche du monde de la recherche, on ne sait pas ce qui se passe. Moi je suis dans l'informatique depuis longtemps, mais je ne connaissais pas bien les chercheurs. Et les rencontrant, je suis allé voir où ils étaient. Et elle, je suis allé la voir, elle est dans un labo qui s'appelle le C2N, qui est à Palaiseau. Il est juste en dessous de la nouvelle école Subtélécom, Télécom Paris qui a déménagé là, juste à côté de Polytechnique, et de Thales, et de EDF. Et là, il y a un building énorme, et dedans il y a une salle blanche de 3000 m², qui est une salle où il y a tout l'outillage permettant de fabriquer n'importe quoi en semi-conducteur. Et à Grenoble, ils ont la même chose en 4 fois plus grand, qui est une salle qui fait 45 mètres par 145 mètres, je crois à peu près, qui est une salle énorme dans laquelle il y a 1 milliard d'euros de matériel avec lequel on peut faire à peu près tout n'importe quoi pour prototyper un semi-conducteur. Et ça, c'est en France. C'est pas aux US, quoi. Ça existe aussi aux US, évidemment.
Intel a la même chose. Mais vous avez ça en France. Et quand vous dites ça, vous dites, ah bah tiens, c'est pas mal, on pourrait peut-être faire des choses intéressantes avec, quoi. Donc on a ça en France et on peut l'utiliser. Je continue. Alors là, volontairement, j'ai mis beaucoup de femmes. Pourquoi je suis très sensible à la cause féminine, je trouve qu'il n'y a pas assez de femmes dans les métiers du numérique, notamment les métiers techniques. Donc je suis ravi qu'il y en ait quelques-unes d'entre vous qui soient là aujourd'hui. Et je vais vous parler, en complément de Maud Vinet et de Pascal Sénard, de quelques femmes remarquables, notamment en France, dans ces domaines-là. Vous avez par exemple Eleni Diamanti, qui est grecque, mais qui est basée à Paris, qui est chercheuse au CNRS, donc elle est à Jussieu. Son laboratoire, c'est le LIPSIS, qui est à Jussieu. Et elle, c'est une des plus grandes spécialistes mondiales de ce qu'on appelle la QKD, donc la Quantum Key Distribution, qui est l'équivalent de ce que fait Philippe Granger, que j'ai cité avant. Elle est plus jeune que Philippe Granger, et c'est une grande spécialiste mondiale du domaine de la cryptographie quantique. Vous avez à côté d'elle Alexia Ofev, qui est chercheuse au CNRS à Grenoble, qui travaille avec Maud Vinet. Elle, c'est une des plus grandes spécialistes mondiales de la thermodynamique quantique. Donc elle travaille sur les questions d'efficacité énergétique du calcul quantique, qui d'ailleurs est un domaine où l'ordinateur quantique est bien meilleur que les ordinateurs classiques aujourd'hui. Je continue, vous avez Sarah Ducci, qui est italienne basée à Paris. Elle est à Paris Diderot, c'est l'université qui est derrière la BNF à Paris, et elle est spécialiste des sources de photons. Vous avez Hélène Perrin, qui est enseignante à Normal Sup et à Paris 13, à Vitameuse, je crois, et elle est spécialisée dans les atomes froids. Alors, qu'est-ce que c'est un atome froid? C'est un atome, en général, d'un métal, et qu'on refroidit à une très basse température, et après on le contrôle avec un laser, on fait des choses avec, quoi. Dont des qubits pour faire du calcul quantique, etc., etc., etc. Et il y a des Américaines, il y en a de tous les âges, de toutes les générations. Donc il y a du monde derrière tout ça. Et il y a beaucoup de Français. Ils ne sont pas très connus, ils ne sont pas très nombreux, mais ils jouent un rôle important, chacun dans leur domaine. Alors, physique quantique. Donc j'ai parlé des gens, on va parler de la matière. La physique quantique, qu'est-ce que c'est? Elle s'appuie sur finalement 8 grands principes de base qu'on apprend à l'école, en école d'ingé maintenant, mais moi j'ai pas eu la chance de l'apprendre quand j'étais élève ingénieur. Donc le principe de la quantification qui veut que notamment au niveau des électrons sur des niveaux d'énergie bien précis, selon en gros l'étage des couches d'électrons dans lesquelles ils sont, et la matière interagit avec la lumière, avec des quantas de lumière qui sont dépendants de ces niveaux d'énergie des électrons. La superposition des états qui s'applique aussi bien à des états d'énergie d'électrons que des états d'énergie d'atomes, ou des phases de photons, ou même des fréquences de photons, c'est la capacité des nanoparticules de se retrouver en même temps dans plusieurs états. Une des manières que j'ai de décrire ce que c'est, à quoi ça correspond dans la vraie vie, c'est d'expliquer qu'en fait la matière elle vibre à très haute fréquence. Mais c'est une image, c'est juste une image, les physiciens disent que c'est faux. Mais en gros, pour se représenter physiquement ce à quoi ça correspond, c'est-à-dire l'électron, il passe son temps à naviguer entre plusieurs couches, donc il vibre. Pareil pour le spin, qui est le moment magnétique de l'électron, ça vibre à très haute fréquence, et après on est capable de manipuler ça quand on fait notamment du calcul quantique. Le principe d'indétermination d'Heisenberg, il dit que plus on se rapproche d'une particule élémentaire, plus c'est dur de mesurer son état, pour simplifier un peu les choses. La réduction des états est liée au fait que quand on mesure l'état d'une particule qui a plusieurs états possibles, en fait ça rabat l'état sur un des états possibles, et une fois qu'on a mesuré, l'état est rabattu sur 0 ou 1 par exemple si c'est un système à 2 états. Donc en fait la mesure, c'est un peu l'équivalent d'ailleurs du principe d'intermination de Heisenberg. En gros la mesure influe sur la grandeur mesurée. C'est-à-dire que tant qu'on n'a pas mesuré un état quantique superposé entre deux niveaux, ça vibre entre les deux niveaux, puis quand on mesure, ça se rabat sur l'un des deux niveaux. Et donc on a perdu une partie de l'information parce qu'on a rabattu ça. Et ça c'est important dans le calcul quantique. Vous avez la fameuse dualité en particules, j'en ai déjà parlé, l'intrication. Donc ça s'applique surtout aux photons aujourd'hui, mais on sait faire l'intrication d'atomes aussi. Le théorème de non-clonage, très important, il dit que si vous avez un quantum donné à un endroit donné, vous ne pouvez pas le cloner. Et c'est embêtant pour l'informatique, quand même, parce que ça a un impact sur l'informatique. C'est-à-dire qu'un état de qubit, on ne peut pas le copier. Donc c'est un peu con, quoi. C'est comme une mémoire flash, une carte USB, une clé USB, on peut rien copier. Si vous essayez de copier, vous détruisez le truc. Ça crée des contraintes. Puis après, vous avez l'effet tunnel, qui est connu et qui sert dans un certain type particulier d'ordinateurs quantiques, qui sont les ordinateurs dits adiabatiques ou à recul quantique, qui sont des ordinateurs notamment créés par D-Wave au Canada, qui utilisent des méthodes un peu particulières pour le calcul quantique. Donc ça c'est la base. Je ne vais pas vous faire plus mal que ça, quoique. Maintenant, à quoi ça sert tout ça, quand on veut faire du calcul quantique? Je reviens aux besoins maintenant, parce que là je vous ai décrit la base de la physique. Pourquoi, depuis à peu près 1981,
un tas de chercheurs du monde entier essayent de créer des calculateurs quantiques ou des ordinateurs quantiques. Ils cherchent à faire ça parce qu'ils veulent utiliser les propriétés de la matière, notamment la superposition et l'intrication, pour créer des systèmes qui sont capables de résoudre des problèmes dits exponentiels, mais dans des temps qui ne sont pas exponentiels. Donc ils veulent ramener des temps très longs à des temps plus courts. Et alors quels sont ces problèmes qu'on ne sait pas résoudre aujourd'hui avec des supercalculateurs classiques, ou même avec un PC, ou évidemment, qui peut plus loin, un supercalculateur avec 35 000 processeurs, il est plus rapide que mon laptop, c'est sûr. Eh bien, vous avez ce qu'on appelle les problèmes d'optimisation combinatoire. Donc, le truc classique, c'est le problème du voyageur du commerce. Donc, c'est un problème qui empêche Amazon de dormir. Enfin, ils arrivent à dormir quand même, mais en gros, c'est le problème qui veut que si vous voulez optimiser le trajet d'une personne sur plus que 10 étapes, pour minimiser le temps de trajet, ou la quantité d'essence consommée, par exemple, si c'est un livreur, eh bien, au bout de, je sais plus, de l'ordre de 8 étapes, un calculateur classique, il ne peut plus calculer. Il y a trop de combinatoires. Alors vous imaginez s'il y a 80 étapes. Donc là, le temps de calcul il est proportionnel en gros à 2 puissance 80, donc ça devient un peu compliqué. Mais ça s'applique aussi à des problèmes de finance, par exemple dans le monde de la banque. Il y a beaucoup de problèmes mathématiques dans la banque qui relèvent de combinatoires très complexes, d'optimisation de fonctions à plein de paramètres, et donc les méthodes mathématiques classiques sont très difficiles à mettre en œuvre, et le calcul quantique permettrait de paralléliser les traitements d'une certaine manière pour accélérer le calcul. Deuxième type de calcul que l'ordinateur quantique permettrait de traiter, et ça c'est vraiment passionnant, c'est tout ce qui concerne la chimie. Et alors la chimie, aussi bien organique que inorganique, la conception de batteries, la conception de nouveaux médicaments, la conception de nouveaux systèmes de captation d'énergie ou de transformation d'énergie, tout ce qui est lié à l'organisation des atomes dans des molécules, à tous les niveaux possibles, relève de la physique quantique, parce que c'est la physique quantique qui définit la manière dont les molécules se structurent, notamment la structure en 3 dimensions. Eh bien, le calcul quantique permettra un jour, parce que c'est pas encore le cas aujourd'hui, en tout cas au-delà de quelques atomes, eh bien, de faire une sorte de simulation du fonctionnement de la matière dans l'ordinateur. Et si on peut simuler la matière dans l'ordinateur, ce qu'on appelle le in silico, on va être capable de créer dans l'ordinateur des molécules, regarder ce qu'elles font, et petit à petit trouver les molécules qui veulent répondre à un besoin donné, quoi. Il y a un problème ultra connu des chimistes, en tout cas des biologistes de ce qu'est la biologie moléculaire, qui est un problème qui existe depuis des décennies, c'est ce qu'on appelle le problème du repliement des protéines. Protein folding. Le problème du protein folding, c'est que les protéines, c'est la suite des acides aminés qui est encodée par l'ADN. Et si on veut créer un médicament qui est une protéine, puisque la protéine c'est la base du vivant dans les cellules en général, eh bien il faut être capable de prédire à l'avance la manière dont les acides aminés vont se replier sur eux-mêmes pour faire une molécule en 3D. Et le problème mathématique permettant de résoudre ça, c'est impossible à résoudre avec une machine normale. Alors il y a des gens qui essaient de le faire avec du deep learning, mais c'est basé uniquement sur un apprentissage sur des molécules connues existantes, dont on a récupéré la structure en 3D avec de la cristallographie, mais c'est limité par les molécules qu'on connaît déjà. C'est du deep learning. Le deep learning, vous savez, c'est un énorme rétroviseur. Hein. Vous regardez un rétroviseur, vous voyez ce que vous connaissez déjà et vous l'utilisez pour prédire le futur. Le problème, c'est qu'il y a des molécules qui n'existent pas. Donc si vous voulez regarder à quoi elles ressemblent, si elles n'existent pas, votre machin à base de deep learning, il ne va rien trouver. Donc la simulation in silico du repliement d'une protéine, c'est une espèce de graal permettant d'inventer des médicaments, de comprendre comment fonctionnent les vivants et de résoudre des problèmes divers et variés de santé. Troisième domaine, c'est le monde de l'IA. Alors le monde de l'IA, d'ailleurs il y a en France un spécialiste qui s'appelle Ioannis Kerenidis. Il est aussi il est au CRIF, je crois que c'est un des labos autour de Jussieu, à Paris-Sorbonne. Eh bien, c'est un des spécialistes du sujet. Ça consiste en fait à utiliser le calculateur quantique pour permettre l'entraînement de certains types de réseaux de neurones qui sont très durs à faire converger. Il y a dans certains types de problèmes, il y a des problématiques de convergence de réseaux de neurones, et le calcul quantique permettrait d'accélérer ce genre de choses. Et dernier cas, qui empêche la NSA et DGSE de dormir, c'est la factorisation du nombre entier, qui aurait comme conséquence, le jour où on sera capable de le faire à grande échelle, de casser les clés publiques de quasiment la totalité d'Internet. Donc RSA, les VPN, IPsec, tout un tas de trucs, tous les protocoles que je ne connais pas bien d'ailleurs, mais qui sont utilisés dans la sécurité sur Internet, sur les mails, le mail, etc. Tout ça, potentiellement, même une partie du Bitcoin et de la blockchain, sont potentiellement un jour cassables par le calcul quantique.
Alors quand je dis potentiellement un jour, c'est entre dans 10 ans et dans 45 ans, voire jamais, selon qu'on arrive un jour à créer un ordinateur quantique avec 20 millions de qubits. Parce qu'il faudrait 20 millions de qubits pour casser les clés RSA 2048, quoi. 2048, quoi. Donc il y a encore du boulot pour y arriver, mais c'est une des potentialités du calcul quantique. Alors pour imaginer un petit peu ça en termes de temps, en gros ce qu'on appelle un problème exponentiel, c'est un problème qui veut que le temps de calcul il augmente de manière exponentielle avec la taille du problème. Nombre d'états pour un voyageur du commerce, nombre d'atomes dans une molécule dont on veut simuler le fonctionnement, taille d'un problème mathématique pour la finance. Bon bah si vous doublez la taille du problème, pouf, votre truc il part en sucette et le temps de calcul devient supérieur à l'âge de l'univers. Alors on peut être patient, mais enfin c'est un peu long, quoi. Donc, donc si vous tenez, vous dites oui mais il y a la loi de Moore. Bah oui, la loi de Moore, vous savez, qui augmente la puissance tous les 18 mois, qui double la puissance en théorie des machines tous les 18 mois. Bah, en fait la loi de Moore elle fait ça. Bon, c'est sympa, mais ça ne permet pas d'aller très vite, quoi. C'est pas suffisant pour augmenter la puissance des machines pour y arriver. Et donc l'ordinateur quantique et les algorithmes qui vont avec, leur objectif, qui fait partie des travaux des chercheurs en algorithmie, ça consiste en fait à essayer de réduire ce temps de calcul à un temps raisonnable. Alors, j'appelle ça un temps humainement raisonnable. C'est-à-dire qu'un temps qui se calcule en milliards d'années, si vous le transformez en 30 minutes ou 3 jours, ça devient raisonnable. Si ça résout un problème utile. Si ça sert juste à faire un ping-pong, c'est pas intéressant. Mais si ça résout un problème utile, c'est très intéressant. Si en plus ça se fait en 3 secondes, c'est encore mieux. Mais en gros, l'idée, c'est de revenir à des temps d'échelle humaine. Alors d'un point de vue mathématique, ça consiste à dire que les problèmes mathématiques qui existent aujourd'hui, quand ils sont exponentiels, le temps de calcul, donc c'est 2 puissance n, donc ça ressemble à la courbe qui est là, eh bien le calcul quantique, selon l'algorithme qu'on va utiliser, selon le type de problème qu'on va essayer de résoudre, il va permettre de transformer un problème exponentiel en termes de temps de calcul en un temps de calcul qui est plus faible. Alors dans le pire des cas, on transforme un problème exponentiel en problème polynomial, donc le temps, au lieu d'être s'exprimer en 2 puissance n, ça devient un n puissance m, donc ça croît plus lentement. C'est encore mieux si on est linéaire, donc on remplace un 2 puissance n par n, c'est encore mieux si c'est racine de n, c'est encore mieux si c'est log de n, et c'est encore mieux si c'est 1. Et il existe des algorithmes, je vous en montrerai tout à l'heure, qui sont capables de passer de 2 puissance n à 1, enfin plutôt 3, 4, quoi. 3, 4 portes quantiques, tchac, c'est un nombre fixe, et paf, ça résout le problème, alors qu'en calcul classique, c'est 2 puissance n. C'est génial, ça. Bon, le problème que j'ai découvert, c'est que les quelques algos qui vont de là à là, ils servent à rien. et la plupart des algos qui servent à quelque chose sont plutôt situés quelque part par là, quoi. Bon. Mais c'est marrant de savoir qu'il y a des algos qui sont capables d'aller de 2 puissance n à 1. Alors, les qubits. Vous savez ce que c'est qu'un qubit? Vous avez déjà entendu parler ou pas? Qui a jamais entendu parler des qubits? Bon, tout le monde sait qui sait ce que c'est? Alors, vous avez entendu parler, mais vous ne savez pas ce que c'est, d'accord. Donc en fait, un qubit, ce que c'est un qubit, c'est un objet mathématique qui est manipulé à partir d'un électron, en général d'un atome ou d'un photon, et qui est capable d'être superposé en 2 états différents. Alors, on sait faire des qubits à plusieurs états. J'ai trouvé on appelle ça des qubits, des qubits, voilà, on est capable de faire des qubits qui ont 3, 4, 5 états différents, mais en général, dans le calcul quantique aujourd'hui, notamment ce qui sort d'IBM, de Google, etc., c'est des qubits à 2, à 2 états, pas 3, pas 4. Et donc, en général, ces qubits, ils ont 1 ou 2 états, c'est 0 ou 1. Enfin, c'est la manière dont on représente mathématiquement leur état. C'est 2 niveaux d'énergie, par exemple, d'électrons. Et bon, le problème, c'est que la manière de représenter l'état mathématiquement, elle est un peu compliquée. C'est qu'au lieu de dire c'est 0 ou 1, par exemple, avec une probabilité de 0 et de 1, en fait, on représente ça avec des nombres complexes, des équations un peu tordues qu'on va voir tout à l'heure. Quand on lit la valeur, on obtient un résultat qui est probabiliste. C'est-à-dire que si on lit la valeur d'un truc qui est entre 0 et 1, de temps en temps il guérira à 0, de temps en temps il guérira à 1. Alors c'est pas intéressant d'un point de vue déterministe, c'est un peu embêtant. Et on verra comment on fait pour s'en sortir à partir de là. Et on les manipule avec des portes quantiques, qui ne sont pas des portes logiques classiques informatiques. Alors les types de qubits les plus connus, j'en ai mis 7 ici, pour vous donner un ordre de grandeur. Le premier, c'est les qubits supraconducteurs, c'est ce que fait Google et ce que fait IBM. Les ions piégés, alors, qu'est-ce que c'est, hein? C'est compliqué à expliquer, mais en gros, c'est des courants électriques qui circulent dans des boucles supraconductrices, donc avec des boucles qui n'ont pas de résistance au courant. Et au milieu de la boucle, on met une petite barrière qui empêche le courant de passer selon le niveau d'énergie. Et on est capable, avec ce système-là,
de manipuler plusieurs niveaux d'énergie, de courant qui tournent à 15 millikelvin dans une enceinte sous vide. Et grâce à ça, on est capable de contrôler un état complexe à deux niveaux. Les ions piégés, ce sont des atomes, en général, à qui il manque un électron. On les piège avec des lasers, et on est capable de régler avec des lasers leur niveau d'énergie. Les atomes froids, c'est une variante de ça. Un atome froid, c'est juste un atome, il est froid, il est contrôlé avec un laser, alors que les ions, c'est des ions piégés magnétiquement, parce qu'ils ont un électron qui manque. Ensuite, il y a les phénomènes de Majorana, c'est un schmilblick tordu que Microsoft essaye de mettre au point depuis quelques années. C'est ce qu'ils appellent une quasi-particule. C'est pas une particule classique, c'est en fait un électron supraconducteur qui navigue entre deux bouts d'un fil supraconducteur et dont on essaie de contrôler l'état. Et on le cherche encore, hein. C'est le Godot du quantique. Ensuite, vous avez les photons. Alors on peut contrôler leur phase, c'est le truc le plus classique, mais on peut contrôler leur fréquence. Il y a plein de manières de contrôler les états des photons. Vous avez le spin d'électron piégé, donc c'est un électron qui est planqué dans un endroit, dans un puits de potentiel, dans un transistor, enfin comme un truc qui ressemble à un transistor, et on est capable aujourd'hui de piloter, de lire le moment magnétique de l'électron. En gros, c'est le pôle nord c'est le sens magnétique qui est pôle nord, pôle sud, et on est capable de gérer ça et de superposer ces deux états. Et le dernier, c'est un truc extrêmement tordu, c'est les cavités de diamant, c'est des structures de diamant dans lesquelles on fait un trou, on enlève un atome de carbone, on remplace un atome de carbone voisin par un atome d'azote, et le nuage d'électrons qui est au milieu dans le trou, il a des propriétés quantiques qu'on est capable de contrôler avec deux états quantiques. C'est assez tordu, hein. Et il y a des gens qui sont capables de faire de la mesure de gravité à de précision avec ça. En enlevant juste un atome de carbone, en mettant un atome d'azote à un endroit donné, on est capable de mesurer la gravité avec ça. Donc c'est assez sidérant, quoi. Alors maintenant, je vais vous décrire d'un point de vue concret, et c'est comme ça que moi j'ai essayé de comprendre comment ça marchait, à quoi ça ressemble un ordinateur quantique. Donc au départ, il y a toujours une bécane normale. C'est-à-dire qu'il y a un PC normal, c'est souvent un truc qui ressemble à un serveur LAN, hein, qui est mis à côté du reste. Et ce serveur LAN, il sert à quoi? En fait, il sert à piloter une électronique de contrôle, qui elle-même va piloter des portes quantiques qui agissent sur des qubits, qui sont organisés en registres, c'est-à-dire c'est des qubits mis côte à côte, hein, soit en 2D, soit en 1D. Et après, il y a une électronique de lecture qui mesure l'état des qubits, et puis une électronique de lecture qui transforme le résultat ici en valeur numérique, et l'ordinateur qui est là, il récupère le résultat. Donc en fait, un ordinateur quantique a toujours besoin d'une bécane normale, qui pilote l'ensemble. Elle passe son temps à envoyer des commandes, et elle regarde le résultat. Alors, petit détail, le calcul quantique, il consiste à faire ça plusieurs fois de suite. On agit avec des portes quantiques qui modifient l'état des qubits à la queue leu, et c'est seulement à la fin de ça qu'on le lit, on lit les résultats. Et on obtient des 0 et des 1. Tout le monde suit? Alors ça, c'est en général mis dans un chipset quantique. Tout ce qui est là, la partie porte quantique, interface de mesure, c'est dans un chipset. En général, surtout sur les qubits à base d'électrons, les qubits supraconducteurs, tout ça, c'est mis dans un frigo. Frigo à 15 millikelvin, on appelle ça un cryostat. Et on va voir à quoi ça ressemble un peu dans le détail. Alors, un registre quantique, c'est en fait une suite de qubits à la queue leu. Alors, le truc magique des qubits, c'est que si vous prenez par exemple un registre de 3 qubits, je vous exprime ça juste pour comprendre ce que ça veut dire mathématiquement, eh bien, si vous étiez dans un registre de n bits classique, quand vous lisez un état, il y a 2 puissance n états possibles, donc 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, etc. Mais quand vous regardez le truc, il n'y a qu'un seul état à la fois. Donc par exemple, ici, 5, enfin si je ne me trompe pas, 4 et 1, 5. Dans l'ordinateur quantique, c'est un peu différent, parce que comme les 0 et 1, ils sont 0 et 1 en même temps, potentiellement, en fait, vous pouvez avoir une cohabitation dans votre public de 8 états en même temps. Alors que là, il n'y en a qu'un à la fois. Et là, il y a les 8 en même temps. Bon, la question, c'est que, ok, so what, quoi, parce que si vous avez 8 états en même temps, où est l'information? C'est ce qu'on va voir après. Alors, il y a des petits problèmes, j'ai mis en rouge les difficultés. Quand on lit, on a une valeur probabiliste. Si on lit le truc, ça modifie la valeur qui est dedans, donc c'est un peu embêtant quand même. Et si on l'efface, on peut pas l'effacer individuellement. Et puis, on ne peut pas copier le truc. Donc c'est un peu embêtant pour faire de l'informatique. Hein. Donc ça n'a pas la même souplesse que tout ce qui est ouvert ici pour du calcul classique. Mais malgré tout, on fait des choses avec. Alors, si je continue ma démonstration, on va parler de portes logiques. Vous avez peut-être appris ça en électronique ici. En électronique classique, sur les portes logiques, alors la porte la plus connue, c'est la NAND, qui est ici. On peut tout faire toutes les autres avec une NAND. C'est des transistors. En gros, il y a du courant, il passe pas. Il y a une valeur qui est 0 ou 1, il y a du courant, il n'y a pas de courant.
L'ordinateur quantique, c'est un peu plus compliqué que ça. Il y a deux types de portes. Il y a des portes dites unitaires, et c'est celle du haut, c'est celle qui agit sur un seul qubit à la fois, et qui modifie l'état, et qui est en fait qui est une application d'une matrice de nombres complexes sur l'état qui est lui un vecteur de deux nombres complexes qui décrit l'état du qubit. Et vous verrez pourquoi après. Et après, vous avez des portes à 2 ou 3 qubits qui appliquent des matrices un peu plus compliquées et qui permettent de modifier l'état de 2 ou 3 qubits en même temps, et de manière en général conditionnelle. En gros, ça consiste à modifier l'état d'un qubit en fonction de l'état d'un autre. C'est une porte qui dit, bah, si tu es à 0, tu ne touches pas à l'autre, si tu es à 1, tu modifies l'état de l'autre qubit. C'est une porte conditionnelle, et qui s'appuie sur le principe de l'intrication. Alors, maintenant, je vais vous parler du cycle de vie du qubit dans sa représentation mathématique, qui m'a empêché de dormir pendant 4 mois. Alors, précisément, ça doit être entre mars 2018 et juillet 2018. Parce qu'en fait, la représentation d'un état quantique d'un qubit de 0 et 1, c'est un vecteur dans une sphère qu'on appelle la sphère de Bloch, qui représente un vecteur qui est comme ça, qui navigue dans l'espace, et qui est en fait qui représente deux angles, hein, un angle dans un sens et dans l'autre. Et ça permet de représenter l'état du qubit. Ok, très bien. Et quand on touche au qubit, en fait, on le fait tourner dans sa sphère. C'est ça le modèle mathématique. Et ça se base sur ce qu'on appelle l'algèbre linéaire et les nombres complexes. Donc, par exemple, si on applique une porte de Hadamard, c'est une porte qui dit qu'on va mettre le qubit en état de superposition entre 0 et 1. Donc, le 0 c'est en haut, le 1 c'est en bas. Bah, si on crée un vecteur qui est sur la circonférence, enfin sur l'équateur, on va avoir autant de 0 que de 1. Et après, on peut tourner autour, ça c'est la phase. Ça représente la phase du qubit. C'est pas évident à suivre. Et puis après, si on applique d'autres portes, on va continuer à faire tourner le truc. Mais ça, c'est juste sur un qubit. Et après, quand on fait des portes à 2 qubits, on va modifier l'état d'un qubit en fonction d'un autre qubit. Et à la fin, on mesure le résultat. Et ping, on récupère ou un 0 ou un 1. Alors, selon la position du vecteur, selon qu'il est plutôt vers le haut ou vers le bas, on va récupérer plus de 0 ou plus de 1. Mais en probabilité. Et ce qu'on fait en général, c'est qu'on le mesure plusieurs fois la queue leu, et on fait la moyenne, et on dit, bah tiens, il est plutôt haut, plutôt en bas, quoi. Pour faire simple. Ça va? Ça, c'est le cycle de vie du qubit. Alors, j'essaye de faire simple, mais c'est pas évident. Hein. J'essaye d'avancer, ça marche plus. Alors maintenant, la question qui se pose, c'est comment on gère ces données, quoi. D'où viennent les données, où elles rentrent, où elles sortent. Alors le principe de base, c'est qu'en général, quand on a des portes classiques, bah, il y a des 0 et des 1 au départ. Ça passe par des portes, puis après, il y a des portes, et on lit, est-ce qu'il y a du courant, il n'y a pas de courant, on obtient les 0 et les 1 du calcul. Ça, je simplifie le microcontrôleur, le processeur classique. Dans le cas de l'ordinateur quantique, à porte quantique, qu'est-ce qu'on fait? On fait un reset, en gros on électrocute chacun des qubits, on lui dit mets-toi à 0. Je simplifie un peu, mais on dit on reset, on met toi à 0. Et après, on envoie par des commandes électroniques sur chacun des qubits des commandes pour changer l'état des qubits. Alors quand il y a un H ou un X, ou un Z ou un Y, on change un état d'un seul qubit à la fois. Et quand on a ces petits zigouis qui ressemblent à ça, c'est une porte CNOT, c'est une modification d'un qubit en fonction de l'état du voisin. C'est une porte conditionnelle. Et donc on envoie des commandes comme ça pour dire change d'état, tac 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 tac, et à des moments on superpose des états. Et à la fin, quand on a terminé ce truc-là, on mesure le résultat et on obtient des 0 et des 1. Alors vous allez dire, elles rentrent où les données et elles sortent comment, quoi. En fait, le principe, c'est qu'au fur et à mesure qu'on agit sur les portes-là, on envoie l'information au système, et après, quand on lit le résultat, on obtient un résultat du système. Alors, j'ai mis beaucoup de temps à essayer de comprendre, mais oui, mais ok, mais ça marche comment vraiment, quoi. Et donc, en fait, le système, il est lié au fait que d'abord, quand vous avez cette représentation physique qui est ici, là, vous avez l'espace et le temps. C'est-à-dire qu'en gros, le courant, il circule, ou il ne circule pas, mais l'état des bits ici, il circule dans l'espace et dans le temps. Mais là, quand vous avez cette représentation qui est dans tous les bouquins d'algorithmes quantiques classiques, en fait, ça, c'est une représentation qui est temporelle. C'est des portes qui agissent dans le temps. Donc là, c'est le temps, en fait. Mais le qubit, il ne bouge pas, en fait, physiquement. Il est au même endroit, il n'a pas bougé. On tape dedans, avec des micro-ondes en général, on tape dedans, mais il ne bouge pas, physiquement. Et après, on lit les résultats. Donc c'est très contre-intuitif, parce que le qubit ne bouge pas. Alors que là, le courant, il circule. Maintenant, je vais essayer de vous parler de la superposition. Le principe de base du calcul quantique, c'est de... Alors je prends 8 qubits ici, au lieu de 3. Je complique un peu. Bon. Donc on va dire qu'ici, on a des qubits qui sont là, et là on a les valeurs du registre.
Donc, si on initialise le registre du qubit à 0, on dit tu te mets à 0. Tout à 0. La valeur du registre, c'est ça. C'est que des zéros. Et il n'y a aucune proportion de valeur de 0,01 jusqu'à 1,1. J'ai mis 0 ici, c'est le pourcentage de valeur de chacune des possibilités. Si je commence à m'amuser à appliquer des ports de Hadamard ici, genre par exemple je fais des ports de Hadamard sur tous les qubits en même temps, je superpose 0 et 1, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, je vais retrouver 1 sur 2 puissance 8, proportion de chacune des valeurs qui est là. Je fais une pause, le temps que vous compiliez un peu. Hein. Donc là, vous avez... Alors là, en fait, vous n'avez aucune information, puisqu'ils ont tous le même pourcentage. Donc ça n'a aucun intérêt. Bah, il se trouve que quand on enchaîne ensuite des portes logiques conditionnelles, avec un algorithme bien roulé sur les aisselles, eh bien, ça va modifier la proportion de ces valeurs-là, et ça va faire converger l'état de ces portes-là vers un pourcentage idéalement de 100% d'une des valeurs, et on va lire ça, et on obtiendra que c'est 1, 1, 1, 0, 0, qui est le résultat de ce qu'on cherchait. Mais l'intérêt de ce calcul quantique, il est lié au fait que tout ce bordel qu'on fait là, tout ce qu'on fait ici, c'est des opérations logiques, mais qu'on applique en même temps à toutes les valeurs qui sont ici. Donc en gros, c'est comme si vous aviez un ordinateur où vous disiez, je prends tous les chiffres qui sont entre 0 et 2 puissance n, mais n égale 1000, et au même moment, vous faites la même opération sur toutes ces valeurs en même temps. Alors c'est très intéressant quand on cherche une aiguille dans une botte de foin. Vous cherchez une valeur qui répond à une équation. Donc vous appliquez la même équation à tout le monde pour voir lequel donne 0, par exemple. Un truc classique en maths. Donc là, en fait, on fait la même opération à plein de valeurs en même temps. Et c'est ça la recette miracle du calcul quantique. Et c'est à partir de là qu'on va trouver une conformité moléculaire dans un cas, une optimisation d'un problème complexe combinatoire dans un autre cas. Et c'est grâce à cette capacité à faire le même calcul sur plein de valeurs en même temps, qui sont juste 2 puissance n valeurs. Ça va là? Bon, j'essaye. Hein. Je vais essayer de me rapprocher des trucs plus physiques après. Alors le problème de fond, c'est que c'est bien gentil de faire ça, mais quand on tape sur un qubit, quand on lui applique des portes ou quand on mesure le résultat, le principe d'Heisenberg s'applique, à savoir que le bazar qu'on fait sur le qubit, ça modifie son état, ça crée des erreurs. Et on a beaucoup de mal à avoir des qubits parfaits, c'est-à-dire des qubits qui sont capables de changer d'état, de tourner dans la sphère de bloc parfaitement en fonction de ce qu'on demande de faire. Il y a toujours du bruit qui est lié à l'influence de l'environnement, qui fait que c'est pas parfait. Et donc il y a deux méthodes pour traiter ce problème. Première méthode, c'est trouver un moyen physique de limiter le bruit. C'est très difficile. Alors déjà, on est à 15 millikelvin, on met ça sous vide, on isole magnétiquement le bazar. On fait tout ce qu'on peut, même il y a des systèmes de frigo qui ne vibrent pas, pour éviter de bouger le truc, quoi. Donc il y a tout un tas de précautions qui sont prises pour éviter de déstabiliser l'état des qubits. Deuxième méthode, qui est expérimentée par un tas de gens, c'est d'inventer ce qu'on appelle des codes de correction d'erreur. Donc c'est des systèmes qui permettent en général de créer des collectifs de qubits qui collectivement deviennent un qubit qu'on appelle un qubit logique, qui vont générer moins d'erreurs ensemble. Mais le problème, c'est qu'on est obligé d'avoir plus de qubits. Donc en fait, on est pendu au fusillé pour l'instant. Alors ça, c'est les taux d'erreur qu'on obtient aujourd'hui. Alors le taux d'erreur, c'est la lecture, le taux d'erreur sur une porte sur un seul qubit, le taux d'erreur sur une porte à 2 qubits. J'ai mis les ordinateurs quantiques les plus connus d'aujourd'hui, notamment le Google à 53 qubits Sycamore de septembre-octobre dernier. Lui, il génère un taux d'erreur selon là où on est. Il est à 4%, je crois, c'est sur la lecture, et il est à 0,3-0,4% sur la modification d'un qubit à la fois, quoi. Alors, imaginez, vous faites 10 opérations à la queue leu avec 0,4% d'erreur. Faites la multiplication, ça part vite en sucette. Hein. Alors ça explique un truc, c'est qu'aujourd'hui les algorithmes qui marchent bien sur les calculateurs quantiques qui existent, ils sont capables de faire que quelques opérations, parce que s'ils en font trop, vous accumulez tellement d'erreurs qu'à la fin, vous avez 100% d'erreurs, donc c'est pas très intéressant. Même 20% d'erreurs, c'est pas acceptable. Donc en fait, on est limité dans ce qu'on appelle le profondeur de l'algorithme, on est limité dans le nombre d'opérations. C'est comme si je vous disais, vous avez le droit de programmer en PHP, en Java, en C++, en je sais pas quoi, et vous avez le droit de faire que 10 lignes de code, quoi. C'est un peu embêtant, quoi. Aujourd'hui, c'est la situation dans laquelle on est, parce qu'on a trop d'erreurs. Alors, à quoi ça ressemble physiquement, tout ça? En général, ça c'est une image d'IBM. Vous avez... attendez, je vais zoomer là-dessus. Donc vous avez le calculateur quantique qui est ici. Vous avez l'électronique et l'informatique qui contrôle, qui ressemble à ça, qui est dehors. Et la partie du calculateur, c'est cette usine à gaz qui est ici. En général, en haut, on est à 4 Kelvin, donc c'est du chaud. C'est chaud pour le calculateur quantique. Et puis il y a des étages de refroidissement qui passent par des tuyaux partout, qui refroidissent à 15 millikelvin l'étage qui est en bas, et dans ce bousin qui est là, quelque part, il y a le processeur, qui contient les qubits.
Et tous les fils qui sont là, c'est des fils, tous les fils qui sont avec le petit zigouille qui est là, c'est des fils de contrôle qui envoient les micro-ondes qui pilotent les qubits, et après des fils qui vont dans l'autre sens, qui remontent, qui permettent d'avoir l'état du qubit. Alors à votre avis, pourquoi le fil est arrondi ici? Pourquoi il y a un zigouille comme ça? Allez, un carambar à Pical, pour être connu. Qui a une idée de pourquoi le fil est comme ça? C'est en général en cuivre ou en niobium titane, pour vous donner un indice. Alors la raison, c'est que le fil, quand on le construit, il est à température ambiante. Et quand on le refroidit à 15 millikelvin, il y a un phénomène qui s'appelle la dilatation thermique, mais à l'envers, qui fait que la longueur n'est plus la même. Donc pour éviter que ça casse, on fait un arrondi. Vous avez pigé ça? Voilà, c'est aussi con que ça. C'est d'ingénierie, quantique. Alors c'est sous vide, c'est contrôlé par des micro-ondes à 5 à 7 GHz en général. Ça c'est juste pour un type d'ordinateur quantique qui est le supraconducteur. Et il se trouve que j'ai eu la chance d'aller au CES de Las Vegas. Il y en a qui m'ont vu hier au Châtelet. Et au CES de Las Vegas, il y avait un ordinateur quantique d'IBM, c'est plus ou moins une semi-maquette. Et c'est le bousin qui est là, c'est en gros un cube qui fait 2,75 mètres de côté. Donc ça fait quand même quelques tonnes. Et de près, on voit le fameux chandelier, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et à l'arrière, on voyait quoi? On voyait un truc qui fait 1 mètre cube à peu près, qui est le cryostat. C'est le frigo à hélium 3, hélium 4 qui sert à refroidir l'ensemble. Et puis vous avez les petites lumières vertes là, c'est pas des routeurs Ethernet, c'est des générateurs de micro-ondes qui servent à exciter les qubits un par un. Et c'est programmé par l'ordinateur qui contrôle l'ensemble. Et donc chaque qubit, il y a au moins 3 boîtes comme ça, quoi. C'est un truc énorme, quoi. Chaque qubit nécessite plusieurs générateurs de micro-ondes et après les lecteurs et les amplificateurs. Donc c'est quand même assez compliqué, quoi, pour l'instant. Alors il se trouve que l'ordinateur quantique est plus compliqué que s'il était plus simple. À savoir qu'il y a plusieurs types d'ordinateurs quantiques, ce que j'ai découvert en intéressant le sujet. Là, je vous ai parlé d'ordinateurs quantiques tout à l'heure, surtout qubits supraconducteurs. Je vous ai montré qu'il y avait 7 types de qubits, mais en fait, c'est encore plus compliqué que ça. Bon, d'abord, il y a l'ordinateur classique qui sert à d'émulateur. Donc, vous prenez un gros calculateur, vous mettez dedans du calcul matriciel qui simule l'état des qubits avec des grandes matrices. Alors, la matrice, elle double de taille dès que vous rajoutez un qubit, donc ça devient très compliqué. Dès que vous atteignez entre 50 et 50 qubits, vous atteignez les limites de taille de matrice dans la mémoire d'un supercalculateur classique. Donc ça, c'est juste pour tester des algos à petite échelle. Pour vérifier qu'à petite échelle, un ordinateur quantique donne un résultat correct. Bon, le problème, c'est que si on met 100 qubits, ça ne marche plus. Parce qu'à 100 qubits, on ne peut plus le reproduire dans une machine normale. Deuxième, c'est les ordinateurs analogiques, en fait. C'est des ordinateurs qui ne travaillent pas avec des portes quantiques logiques qu'on a vu tout à l'heure, et qui travaillent avec un système qu'on appelle la simulation quantique ou le recueil quantique. En gros, on met plein de qubits, on les relie entre eux, un peu comme dans un réseau de neurones dans l'IA. On les initialise dans un état de relation entre chacun des qubits qui donne, qui est décrit comme étant proche du résultat qu'on cherche à obtenir, qu'on essaie d'obtenir par des méthodes classiques. Et après, on chauffe un peu, on refroidit un peu, et c'est censé générer un minimum énergétique de relation entre tous les qubits et qui donne la solution du problème qu'on cherche. Vous avez rien compris, c'est pas grave. Et puis vous avez à la fin les ordinateurs quantiques, on va dire classiques, utilisant des portes quantiques. Et là-dedans, il y a 3 catégories. Alors celle dont tout le monde parle, c'est celle qui est là, porte quantique universelle avec les portes que j'ai montrées avant. Mais il y a plein d'autres méthodes qui circulent, le topologique, le MBQC, je vous en passe. Ça a été inventé par l'iranienne, dont j'ai peut-être pas parlé tout à l'heure, qui s'appelle Elam Kashefi. C'est des systèmes différents où on initialise tous les qubits, on les intègre entre eux, puis après on tape dedans, on mesure, et grâce à ça on obtient un résultat. Mais c'est une méthode différente. Donc tout ça pour dire que le monde du quantique, c'est un monde où il y a beaucoup de diversité, au sens technique. Donc aujourd'hui, le marché est très concentré là-dessus, et sur D-Wave qui est ici, qui est la seule boîte qui vend des ordinateurs avec 2000 qubits aujourd'hui. Alors j'ai refait une segmentation, j'ai mis beaucoup de temps à faire ce slide. J'ai essayé de segmenter les types de qubits. Alors j'ai mis les atomes, qui sont soit froids, soit atomes tout court, soit des ions. Enfin un ion c'est un atome, hein. Soit c'est des électrons, et il y a 5 méthodes de gestion d'électrons utilisées dans le calcul quantique, soit des photons. Et dans les électrons, il y a le supraconducteur, il y a le recueil quantique de D-Wave, il y a les quantum dot silicium, donc c'est l'électron piégé avec son spin planqué dans un trou, et puis il y a les diamants, on a vu tout à l'heure, et puis le qubit topologique, c'est aussi des électrons. Donc là, il y a quand même 5 méthodes différentes. Là, j'ai mis les boîtes qui travaillent dessus. Et là, j'ai mis les laboratoires de recherche les plus connus qui travaillent dessus. Alors là, je vous décris un truc où ça ne marche pas. Donc vous imaginez, vous avez des dizaines de boîtes et de labos qui travaillent sur des ordinateurs quantiques qui ne marchent pas encore à grande échelle. Donc c'est fascinant,
de voir la quantité de gens qui bossent là-dessus, alors que le marché n'est pas encore là, alors que ça ne marche, ça ne fonctionne pas encore, mais ils essayent d'y arriver, quoi. Voilà le principe. Alors, c'est un peu comme les batteries que j'ai étudiées récemment. Chacune des techniques que je viens de vous montrer a des avantages et des inconvénients. Alors l'idéal, ce serait que sur les caractéristiques qui sont citées là, je vous passe le détail, regardez que les couleurs. Hein. C'est juste pour comprendre simplement, c'est que vous regardez les couleurs, il n'y en a aucun qui a tout au vert. Pour faire simple. Hein. Alors il y en a, ils ont des erreurs très élevées, il y en a, on ne peut pas mettre beaucoup de qubits et les intriquer correctement entre eux. Il y en a, on ne sait pas. Majorana, ça ne marche pas, donc on n'a jamais vu tourner, donc on n'a même pas de chiffres. Il y en a, j'ai pas toutes les infos, parce que j'ai du mal à les trouver. Il y en a, donc il y a des taux d'erreur plus ou moins gros. Il y en a où la porte quantique est lente, d'autres la porte quantique est rapide. Il y en a qui ont ce qu'on appelle les temps de cohérence qui sont trop courts. Ce qu'on appelle un temps de cohérence, c'est le temps pendant lequel les qubits sont superposés et ils ne sont pas trop perturbés. Et au bout du temps de cohérence, ça s'effondre, c'est-à-dire que tout s'écroule. Et donc, le principe du calcul quantique lié au temps de cohérence, c'est que tant que vous êtes en train d'agir sur le qubit à l'intérieur de ce temps de cohérence, ça marche, et dès que vous atteignez ce temps, vous ne pouvez plus rien faire. Donc ça va limiter le nombre de portes quantiques que vous allez pouvoir exécuter. Bon, en général, le taux d'erreur est tel que l'accumulation du taux d'erreur intervient avant que vous atteigniez la limite du temps de cohérence. Bon, c'est un détail, mais... Enfin, tout ça pour dire que c'est compliqué et qu'on n'y arrive pas, pour l'instant. Alors, les algos. Les premiers algos quantiques, ils sont arrivés il y a environ 30 ans, 92. Je vous ai fait la généalogie des algos, j'ai mis les principaux. Hein. Et ça, vous l'avez dans mon bouquin. Hein. À la fin, la punition, c'est que vous avez 500 pages à lire pour comprendre tout ça. Donc, plein de gens, c'est plutôt des Américains en général, qui ont inventé des algos. Alors, celui qui est rouge, qui fait peur à tout le monde, c'est l'algo de Shor qui factorise le monde entier. Le mec, il a inventé ça en 94. En 94, l'algo a été inventé, on ne savait même pas relier deux qubits entre eux à l'époque. Parce que les premiers qubits ont été reliés entre eux en 2002 à peu près. Donc le mec, 8 ans avant, il dit tiens, si on avait beaucoup de qubits, on pourrait casser les clés RSA. Bon. Etc., etc. Alors par exemple, vous avez le VQE, le Variational Quantum Eigensolver. Si vous comprenez comment ça marche, c'est très fort. C'est des trucs qui vont être faire de l'optimisation. Vous avez des algos de chimie, vous avez des algos où est-ce qu'il est. Le VQE, ça sert à optimiser des réseaux de neurones, notamment dans l'IA. Des réseaux de neurones ici. Et alors ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a plein d'algos qui ont été inventés il y a à peine 4-5 ans, quoi. 3, 4, 5 ans. Et il y en a, je sais pas, 15-20 importants qui sont inventés tous les ans. Alors je vous dis, inventeur d'algorithmes quantiques, c'est un métier du futur. Hein. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup, il y en a à peine une centaine. Aujourd'hui, il y a 100 algos quantiques connus. Alors que dans les maths traditionnelles, sur du calcul traditionnel, il y en a des milliers d'algos. Donc en fait, inventeur d'algorithmes quantiques, avec les différentes méthodes de programmation qui existent, c'est un truc qui va avoir de la valeur dans les années qui viennent. Alors il y a une nouvelle manière de programmer, c'est ce que propose IBM là, dans son système en ligne. Alors vous pouvez programmer chez IBM en ligne gratos. Vous allez sur leur truc, je ne sais plus comment ça s'appelle, IBM Q Experience, vous pouvez programmer jusqu'à 14 qubits gratuitement, je crois, même 20 maintenant. Et vous pouvez aligner vos petites portes quantiques graphiquement, ça fait du code qui ressemble à ça en parallèle. Et puis après vous lancez un batch, et vous attendez. Alors quand vous travaillez sur 5 qubits, il répond vite. Quand vous travaillez sur 14 qubits, il est lent parce qu'il y a plein de gens qui attendent. Et c'est là où j'ai découvert que quand on déclenche un batch là-dessus, et en fait il calcule 8000 fois la même chose. En fait il exécute 8000 fois le truc et il donne la moyenne des résultats. Pour tenir compte du fait que c'est probabiliste le résultat. Alors le premier algo qui est important, c'est le fameux Dodge-Josa qui permet de faire une recherche, qui vérifie que ce qu'on appelle une fonction est équilibrée ou pas. Donc le prédicat, c'est que vous avez une fonction, f, d'une certaine valeur, et cette fonction, le prédicat, il est que cette fonction, elle donne ou que 0 ou que 1, ou autant de 0 que de 1. Le problème, c'est de trouver si on est dans un cas ou dans l'autre. Équilibré ou pas. Alors, en calcul classique, il faut faire 2 puissance n moins 1 opération, parce qu'il faut aller jusqu'à la moitié pour vérifier qu'il y en a plus de l'un que de l'autre ou pas, quoi. Et en calcul quantique, en fait, on peut tester tout en parallèle en même temps, et ça se calcule en 4 portes quantiques. Donc c'est le fameux cas du 2 puissance n, 1. Enfin, 1 égale 4. Quoi. Donc ça, c'est génial, sauf qu'on ne sait pas à quoi ça sert. Après, vous avez l'algorithme de Simon, il est un peu mieux, un peu moins bien. Il vérifie il permet de rechercher des sous-ensembles de membres qui vérifient une condition imposée par une fonction f. J'ai rien compris, mais c'est pas grave. Mais là, on passe de 2 puissance n, racine carrée de 2 puissance n, 2 puissance n divisé par 2, et on passe à n. C'est vachement bien. C'est vachement. Et puis vous avez après l'algorithme de Grover, c'est un algorithme de recherche. En gros, c'est recherche dans une base non indexée.
Et là, on passe de n à racine carrée de n. Donc le gain est pas exponentiel, c'est un gain polynomial. Mais c'est quand même intéressant, dans certains cas de figure. Après, vous avez la fameuse factorisation de Shor. Alors je rappelle toujours que les gens qui vous disent « Ah, l'ordinateur quantique de Google, il signe la fin d'éclair RSA », oui, mais pas tout de suite. Hein. Parce qu'il faudrait 23 millions de qubits avec un taux d'erreur de 0,1% à 8 ans de calcul pour casser une clé RSA 2048. Alors qu'aujourd'hui, on a 53 qubits qui font 0,4% d'erreur. Donc vous voyez le boulot, quoi. Hein, et il y a un taf énorme, quoi, pour passer des 53 d'aujourd'hui aux 23 millions nécessaires pour faire ce calcul-là. C'est un temps énorme de calcul. Simuler la physique, on en a parlé. Ça vous montre les différents exemples de choses qu'on peut faire pour le calcul. Donc, supraconductivité, donc trouver des matériaux supraconducteurs à haute température, déterminer l'interaction entre le graphène et la lumière qui peut servir à la physique du solide, capturer le carbone, c'est intéressant, potentiellement, pour diminuer l'empreinte CO2, comprendre comment marche la photosynthèse pour la reproduire de manière efficace, inventer de nouvelles batteries, replier les protéines, comme j'ai dit tout à l'heure, découvrir l'interaction entre les protéines dans le vivant, dans les cellules. Tout ça, c'est ce que permettra un jour l'ordinateur quantique. Alors, à gauche, il faudra attendre environ 5 à 10 ans. Au milieu, même chose. Alors, par contre, là, c'est une molécule qui est grande comme ça. Là, il faut attendre 30 ans, quoi. Parce qu'il faudra encore plus de qubits pour simuler l'état d'une molécule très complexe comme ça. On n'est même pas sûr qu'on va y arriver, mais le endgame, c'est d'arriver à faire ça avec un très grand nombre de qubits. Donc, en gros, plus il y a d'atomes dans la molécule, plus il faut de qubits, quoi, pour faire ça. Alors, quant au machine learning, je le disais tout à l'heure, hein, il y a des méthodes différentes qui sont expliquées ici. Ceux qui connaissent l'IA, faire une PCA, un SVM, c'est des méthodes classiques de machine learning, on est capable de faire des gains, d'obtenir des gains assez intéressants, des speed-up de log de n, de racine carrée de n, c'est intéressant pour accélérer certains calculs dans le domaine du machine learning et du deep learning. Le voyageur du commerce, j'ai expliqué tout à l'heure, donc problème de cartographie, hein, classique, donc trouver le meilleur chemin pour passer par toutes les villes. On appelle ça un problème NP difficile. Alors ça, c'est un truc marrant que j'ai découvert en faisant m'intéressant en quantique. J'ai découvert qu'il faut apprendre la théorie de la complexité. Qui a déjà fait des cours de théorie de la complexité? Ah, c'est bien, enfin 5. Donc il faut comprendre ce que c'est qu'un problème NP, un problème NP complet, etc. Pour comprendre comment on classifie la complexité des problèmes et comprendre dans quelle classe on est pour un problème donné et comprendre de quelle classe est accessible à un ordinateur quantique ou pas en fonction de l'état de l'art. Alors, il y a un terme dont vous avez entendu parler, qui est ce qu'on appelle la suprématie. Mais la suprématie quantique, c'est le moment où, sur un algorithme particulier, avec un jeu de données particulier, on est capable de résoudre un problème quantique, avec l'ordinateur quantique, dans un temps qui est raisonnable, alors que le temps n'est pas raisonnable sur un ordinateur classique. Donc le fameux truc de Google, ils ont été capables de faire un calcul en théorie, enfin, qui se faisait en 2 minutes et demie. Et ils avaient calculé que le même calcul sur le plus gros supercalculateur d'IBM, qui s'appelle l'IBM Summit aux États-Unis, qui consomme 12 MW, il nécessitait 10 000 ans. Donc ça fait un vrai gap. Alors IBM, ils ont dit on a trouvé une méthode pour aller plus vite, avec le supercalculateur. Ils ont dit oui, si on rajoute 64 pétaoctets de SSD, qui coûte je ne sais plus combien de millions de dollars et qui prend 7 racks de data center, dire si on le fait, mais ils ne l'ont pas fait. Si on rajoute ça, on passe à 2 jours et demi. Yes, 10 000 ans, 2 jours et demi. Les mecs de Google, ils ont dit, tarte ta gueule à la récré, si je rajoute 2 qubits, c'est foutu, quoi. Et là, ils sont à 53, ils en rajoutent 2, ça fait 2 ordres de grandeur, et ça casse le truc d'IBM. Bon, il y avait un petit détail aussi, c'est que, même en passant en 2 jours et demi, il y a un rapport de 1 à 1000. Enfin, c'est 1 à 1400, en temps. Donc le quantique est plus de 1000 fois plus rapide que le classique, dans ce cas-là. Et la deuxième équation qui est intéressante, c'est l'équation énergétique. Dans le cas du best case scénario d'IBM, le fameux 2 jours et demi, eh bien, le calcul quantique coûte 1 million de fois moins en énergie consommée. C'est quand même pas mal, quoi. Donc le quantique, c'est bien pour le bilan CO2, quoi. Mais il n'y a pas besoin de faire de ce qu'on appelle l'avantage de la suprématie quantique, on va faire ce qu'on appelle l'avantage quantique. L'avantage quantique, d'ailleurs, c'est un terme un peu moins barbare que suprématie, déjà. C'est juste de faire mieux, quoi, plus rapidement, avec moins d'énergie. On peut parler de ce que je disais tout à l'heure, l'avantage énergétique. Donc, il y a l'avantage énergétique et l'avantage en temps. L'avantage, c'est mieux, mais c'est pas forcément mieux dans des milliards de fois, dans des proportions énormes. Mais c'est déjà bien. Vous savez, je connais des gens chez Total qui font la recherche en calcul quantique. Eux, ils disent que si on peut faire du calcul quantique et diviser par 4 la facture énergétique, c'est bien pour eux.
parce qu'ils font beaucoup de calculs sur des supercalculateurs. Et 12 MW, c'est cher en électricité. Donc si vous divisez par 1000 un coût d'un calcul qui est sur 12 MW, ben, c'est extrêmement intéressant pour les gens qui font de la recherche. Alors la sécurité, j'en parlais tout à l'heure, ça c'est la liste de tous les systèmes de sécurité qui vont être cassés par l'algorithme de Shor. Ça fait du monde. Hein. Les seuls qui ne le sont pas, ils sont là. C'est les clés symétriques, les AES, SHA. Et puis au passage, le Bitcoin et la blockchain. Enfin pas tout le Bitcoin, tout la blockchain. C'est la partie signature de la blockchain du Bitcoin et c'est possible de les améliorer pour éviter ça. Alors la solution, c'est soit de créer des systèmes de communication par fibre qui gèrent de l'intrication quantique de photons et qui permettent d'être inviolables. En gros, le principe de base, c'est que grâce à l'intrication quantique, on est capable de voir si la ligne a été espionnée. Donc si la ligne a été espionnée, on le voit, et on dit alerte, ou on renvoie la clé, etc. Alors ça a des avantages et des inconvénients, mais il faut une infrastructure physique lourde des deux côtés. Et puis il y a une autre solution qui consiste à utiliser ce qu'on appelle la PQC. Retenez bien, QKD et PQC sont dans un bateau. Donc la QKD c'est à gauche, la PQC, Post-Quantum Cryptography, ce sont des méthodes de chiffrement avec des clés publiques qui sont résilients aux fameux algorithmes de Shor, c'est-à-dire qui résistent au cassage de clés avec la factorisation de nombres entiers. Donc en gros, c'est des méthodes mathématiques différentes de chiffrement. Il y en a 4-5 principales qui sont connues aujourd'hui, et c'est censé résister à l'affreux calcul quantique, jusqu'à la preuve du contraire. Et là, en ce moment, vous avez un process de standardisation qui a été lancé par l'organisme NIST, qui est l'équivalent de l'AFNER aux États-Unis, qui veut standardiser ce truc-là. D'ailleurs, il y a plein de boîtes françaises qui ont répondu à l'appel d'offres. Et alors, il y a un paquet de startups absolument dingues. Ça, c'est les startups de la QKD, et ça, c'est les startups de la PQC. Alors, pas des milliers, mais il y en a quelques dizaines. En France, vous avez, je ne sais pas si je vous ai mis là-dedans, Cryptonex, c'est une boîte française, créée par des anciens d'INRIA, qui fait de la PQC. IDQ, c'est une boîte suisse qui est très connue, qui existe depuis pas mal de temps. Vous avez des boîtes, même Samsung s'y intéresse, plein de startups anglaises, américaines, européennes, chinoises, ça c'est des Chinois, il y en a un peu partout. La métrologie quantique, deux mots, j'ai bientôt terminé. Métrologie quantique, c'est l'usage de la photonique, des états quantiques qu'on a vu tout à l'heure, mais pour faire de la mesure de précision. Donc première solution, c'est utiliser ce qu'on appelle les peignes de fréquence, et ça permet de faire des horloges ultra précises. Donc les horloges atomiques qu'on avait inventées il y a 70 ans, ben maintenant on est capable de faire des horloges qui sont des millions de fois plus précises que l'horloge atomique. Alors ça a des utilités que je ne connais pas très bien en détail, mais ça permet d'avoir des applications dérivées, par exemple des micro-ultrasons de précision, des spectrographes de ultra-précision. Après vous avez les atomes froids qui servent de gravimètre, plutôt de micro-gravimètre. Alors ça permet de faire des avions renifleurs par exemple. Ceux qui sont de mon âge connaissent l'histoire de Giscard en 79, c'est une escroquerie avec Elf. Il y a des gars qui avaient prétendu être capables de détecter le pétrole avec des avions. C'était une escroquerie, sauf que maintenant on sait le faire. Alors, on sait le faire plutôt au sol et pas avec des avions. En fait, on sait faire un bitonio qui fait 1 mètre cube ici, qui est capable de détecter des variations de gravité extrêmement fines. Donc ça permet de détecter des cavités sous le sol ou des variations de masse. Un des usages, c'est détecter du magma à l'Etna pour vérifier l'évolution de l'état d'un volcan, quoi. Et ça peut servir dans la prospection, ça peut servir dans le BTP pour vérifier qu'on ne va pas creuser dans un endroit où il y a de l'eau ou des trous. Autre solution, avec les NV Center des diamants, là, les fameux trous de carbone dans le diamant, on est capable de faire des microgravimètres, et des micromagnétomètres. Et on les embarque même dans des drones, et là on va être capable de voir la variation du magnétisme. Plein d'usages, l'imagerie médicale par exemple. C'est utilisé dans l'imagerie médicale. Et puis le dernier, c'est les photons intriqués qui servent à faire des radars quantiques, ou des imageurs ultrasensibles. Alors, radar quantique, c'est un truc qui énerve beaucoup les militaires en ce moment. Les Chinois semblent être les plus avancés là-dedans. Le problème du radar, c'est quand vous avez une onde électromagnétique sur une cible, elle revient, il y a beaucoup de bruit, c'est pas très précis, mais il existe ce qu'on appelle des brouilleurs. Les brouilleurs, ils arrosent le radar avec plein d'ondes qui permettent de brouiller le radar à la réception. Donc c'est un peu embêtant. Et le radar quantique, le principe, ça consiste à dire, j'envoie en fait des photons électromagnétiques sur la cible, mais je garde un double de chaque photon en local. Et quand le signal revient, je fais le tri entre les photons qui sont couplés à celui que j'ai gardé, et tous ceux qui ne sont pas couplés, je les vire. Je simplifie, hein, et donc je peux comme ça enlever le bruit et garder que le bon signal. C'est assez utile. Et ça pourrait avoir une utilité dans un autre domaine,
qui sont les lidars pour les voitures autonomes. Parce que les lidars, c'est très bien, mais quand vous avez un rayon laser rouge, enfin, ou infrarouge autour de vous, c'est bien. Vous récupérez le résultat dans votre lidar, mais toutes les expériences de lidar, elles sont faites avec une seule voiture dans la route. Le problème, c'est que si vous mettez 50 voitures sur la même route qui envoient des rayons laser dans tous les sens, il risque d'y avoir des confusions des genres dans les capteurs. Et ben avec de l'intrication quantique, on va être capable de faire le tri, y compris dans les lidars. Mais ça, c'est potentiel, on n'y est pas encore. Ça, c'est toutes les startups que j'ai repérées en date de septembre dernier dans le domaine du quantique. Hors crypto. Ou pas. Non, la crypto, elle est là, c'est en petit. Ça, c'est des startups qui font du soft, ça, c'est des startups qui font des composants, et ça, c'est des startups qui font des ordinateurs quantiques, en plus des GAFA. Enfin, des Google, IBM, des Intel et des gros. Il y a du monde, hein. Ça, c'est l'inventaire que j'ai fait à l'époque. Maintenant, je serais à 180 à peu près si je mettais à jour. Et en fait, on se rend compte d'un truc intéressant, c'est que la France est 4e en nombre de startups. Alors, pas en montant, levé, en financement, mais en nombre de boîtes, on est quand même 4e. Et il y a eu un pic du pétrole vers 2017, 18. Là, j'ai pas les chiffres de 2019 complets. Et devant nous, il y a les pays anglo-saxons. Canada, UK et États-Unis. Il y a des stratégies industrielles qui ont été lancées. Quand je me suis intéressé au sujet en 2018, j'ai regardé tous les pays qui avaient lancé une stratégie. Canada, Suisse, Australie, Autriche, Allemagne un peu plus tard, États-Unis, Japon. Et je regarde la France, rien. Pourtant, il y a des dizaines de labos qui travaillent sur le quantique en France. Ça, c'est une cartographie que j'ai faite à la main, avec tous les labos français. Il y en a beaucoup en Ile-de-France. Il y en a beaucoup à Grenoble, ici. J'ai cité tout à l'heure les Alexia Ofev et puis Maud Vinet, qui sont les leaders dans cette zone-là. Il y en a dans quelques autres villes en région, notamment Toulouse, Marseille, Besançon, Nancy. Mais c'est des petites équipes. Là. Les équipes qui sont là, c'est à peine 3-4 personnes, quoi. Là, il y en a 200-300. Là, il y en a au moins 80-90. C'est pas des gros volumes de personnes, quoi. Et il se trouve qu'il y a presque un an, Paula Forteza, qui était députée En Marche, qui était, parce qu'elle a démissionné de En Marche il y a 2 jours, elle a été missionnée pour une mission parlementaire, elle a rendu son rapport en octobre, il a été présenté le 9 janvier dernier pendant que j'étais à Las Vegas, j'étais à Furax, parce que j'avais joué un rôle dans l'histoire, et donc le rapport a été présenté, et maintenant le gouvernement est en train de prendre le rapport pour en faire un plan. Et ce qui est très positif, c'est que les recommandations du rapport, qui vont probablement être conservé par le gouvernement, c'est d'investir aux alentours d'1,5 milliard en France sur 5 ans sur le quantique. Et ça veut dire une multiplication par 4,5 de ce qui a déjà été fait jusqu'à présent en rythme d'investissement. On va faire x5 quasiment dans le quantique si le programme va jusqu'au bout. Et mon objectif que je me suis donné, c'est d'aller voir Macron et de le convaincre de mettre 1,5 milliard. Non, sans rire, je suis en train d'essayer de faire ça, quoi. Parce qu'il y a des gens, il y a des gratte-papiers à Bercy qui n'ont peut-être pas envie de le faire, donc il faut arriver à convaincre les plus hautes autorités pour qu'on investisse sérieusement en France, et notamment avec toutes les équipes que j'ai présentées au début de la présentation. Je termine avec ça, que j'adore, c'est en période de gilet jaune. C'est un dessin d'un centralien qui s'appelle François Cointe. Donc voilà, c'est juste une métaphore. Des questions? Je vous sens perplexe quand même un peu. Hein. Oui? Vous avez parlé du programme d'algorithme quantique. Ouais. Comment on les fait? Comment, à quel point de vue? Comment on les design? Avec ton cerveau. Avec ton cerveau. Il faut déjà digérer en version plus lente ce que je vous ai raconté. Il faut faire de l'algèbre linéaire, il faut comprendre les nombres complexes, comprendre les matrices, les espaces de Hilbert, ça c'est le point de départ, disons. Après, il faut essayer de comprendre les notions de superposition, les notions d'intrication, comprendre le fonctionnement des portes quantiques, comprendre comment fonctionnent les algos connus, et à partir de là, imaginer d'autres algos. Donc en gros, il faut faire le Hello World du quantique. Le Hello World, c'est de faire son propre shore à petite échelle, se faire son petit Grover tout seul avec le truc d'IBM qui est en ligne, regarder, tester, voir comment ça marche, et à partir de là, se créer une image mentale dans son cerveau de à peu près comment ça marche, et de là, inventer autre chose. Mais vous savez, moi je suis passé par là il y a très longtemps, quand j'ai découvert la programmation événementielle, moi j'ai développé sous Windows 1 en 87. À l'époque, on programmait en séquentiel, c'est programmation procédurale classique. Et là, on voit des événements qui courent dans tous les sens. Il faut créer des automates, machine à état, pour créer l'état d'une souris qui se déplace, qui crée un rectangle.
Ben, j'ai galéré, hein, parce qu'il fallait réinventer une machine à état pour faire de la programmation événementielle. C'était nouveau. Maintenant, on fait ça en JavaScript tous les jours, hein, comme on respire, en jQuery ou React ou je sais pas quoi. Bah, c'est un peu le même principe, mais un peu plus compliqué. C'est-à-dire qu'il faut créer un modèle mental complètement différent des modèles habituels. Et d'ailleurs, la conséquence de ce que je raconte là, c'est qu'il vaut mieux être plutôt jeune. Pas trop formaté. Parce que quand on est plus âgé, on a fait 20 ans ou 25 ans de programmation procédurale ou événementielle, vous tombez là-dessus, les neurones, ils ont du mal à suivre. Alors qu'un jeune, il a un cerveau plus élastique, on va dire. Il y a plus de plasticité cérébrale quand on est jeune pour apprendre ça. Quoi. Et je mets ma main à couper que dans les 10 ans qui viennent, les algos nouveaux vont être créés par des gens de moins de 30 ans. Quoi. D'ailleurs, les plus grands spécialistes américains que je connais, il y a Scott Aronson qui est ultra connu, c'est le pape des algos. Le mec, il a 40 balais à peine, quoi. Et ça fait 15 ans qu'il est connu dans le domaine, quoi. Donc c'est des très jeunes générations qui sont bonnes. Si vous êtes sur YouTube, vous cherchez algo quantique, enfin en anglais, et vous allez voir un peu les gens qui parlent, ils sont super jeunes en général. Enfin jeunes par rapport à moi en tout cas. Yes. Quels sont les métiers qui émergent dans l'informatique quantique et les besoins des entreprises? Alors aujourd'hui, les besoins des entreprises, c'est d'expérimenter. Parce que comme les ordinateurs quantiques qui sont disponibles, bah, ils sont encore pas très puissants, les entreprises, ce qu'elles font, c'est qu'elles regardent ce qu'on peut faire avec ce qui existe. Alors, elles essaient de prendre des problèmes mathématiques simples, elles essaient de regarder ce que ça donne sur du D-Wave, sur les bécanes d'IBM, elles font des tests, elles essaient de voir comment créer notamment ce qu'on appelle des algorithmes hybrides, qui font un bout de classique mélangé à un bout de quantique, elles font de l'expérimentation. Donc elles ont besoin de quoi? Elles ont besoin souvent de créer des petites équipes qui font entre 3 et une vingtaine de personnes, chez Total, chez EDF, qui font ça tous les deux, Airbus fait ça aussi, qui vont expérimenter à toute petite échelle des algos. Et en croisant des doigts que petit à petit, tous les ans, les machines augmentent de puissance. Donc les compétences, c'est du côté des entreprises, essentiellement des compétences en logiciel. Maintenant, si on regarde l'économie de l'offre, en informatique, il y a toujours j'utilise ou je produis. Si on regarde l'économie de l'offre, aujourd'hui, les compétences qui circulent dans le monde du quantique, c'est essentiellement des chercheurs en physique. Dans mon schéma, là, tout à l'heure, les labos français, là, qui sont là, c'est essentiellement des labos de physique. Il y a quelques labos de programmation, pas beaucoup. Il y a le LIG à Grenoble, il y a le LIR, je ne sais plus où, à Orsay. Il n'y a pas des masses qui font que des maths et que de l'algo. Il y en a un ou deux à l'INRIA, mais ils font un peu de hard et de soft en même temps. Et donc, il n'y a pas beaucoup de gens qui font du soft aujourd'hui. Mais la compétence dont on va avoir besoin, enfin, le chapelet de compétences dont on va avoir besoin, c'est des ingénieurs. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de physiciens qui sont des théoriciens, des expérimentateurs, ils savent gérer des qubits à bas niveau, mais entre un qubit que je contrôle et un ordinateur, il y a du boulot. Il y a toute l'ingénierie de tout ce qu'il y a autour. Il faut la thermodynamique, Alexis Hoffès, sa spécialité, qui pilote d'ailleurs une filière qu'on appelle Quantum Engineering à Grenoble, qui associe des physiciens et des ingénieurs, parce que l'ordinateur lui-même, c'est un système complexe. Il y a un cryostat, par exemple, il y a des spécialistes de frigo quantique, de frigo qui vont à 5 à 10 millikelvin, qui font pas de bruit, qui vibrent pas. Et ça, c'est de la mécanique des fluides, c'est de la physique, c'est de la chimie. Vous savez, quand on fait un frigo à 15 millikelvin, on utilise ce qu'on appelle la superfluidité de l'hélium. C'est une autre spécialité. Il y a des gars qui sont spécialisés en fils de niobium titane. Il y a une seule boîte au monde qui les fabrique, qui sont au Japon. Après, il faut les assembler, les installer, expérimenter, etc. Il y a des gars qui ont des astuces pour qu'on refroidisse rapidement l'ordinateur. Parce que moi, j'ai vu ça à Grenoble il y a 6 mois. J'ai visité les labos où ils font des tests. Alors, ils montrent le gros frigo, la grosse colonne, dans laquelle il y a le fameux chandelier. Et le mec, il me dit, alors je lui dis, mais en combien de temps tu mets à 15 millikelvin? Il me dit, 24 heures. Ah, c'est long, hein. Quand tu veux changer la puce, c'est un peu long. Il dit, ouais, mais on a inventé une astuce qui consiste à enlever le truc par en dessous. Et quand on enlève le processeur par en dessous, mais sans tout rouvrir, eh ben, on arrive à descendre à 7-8 heures. Donc les mecs, quand ils changent de processeur pour faire un test, en fait, ils l'enlèvent le soir, et ils reviennent le matin, et c'est remis à 15 millikelvin, et là, ils peuvent faire une expérience. Tout ça, c'est de l'ingénierie, en fait. C'est des astuces d'ingénieurs. Donc, on va avoir besoin de plus en plus d'ingénieurs pour la partie hardware du matériel. Donc, hardware, algo, et connaissances métiers, parce que typiquement, je reprends ta question tout à l'heure sur les algos, créer un algo, c'est aussi connaître le problème à résoudre. Donc par exemple, si tu veux faire la chimie, la biologie moléculaire, un repliement de protéines, ou un algo qui va simuler la photosynthèse, il faut s'intéresser à la photosynthèse.
Donc ça veut dire qu'il faut être bicompétent. Il faut avoir une compétence, on va dire métier, couplée à une compétence algorithmique, couplée à une connaissance de ce que fait la physique ou pas. Enfin, tout ça pour vous dire que c'est vrai que c'est pas simple. Alors ce qui est bien, c'est que les trucs compliqués, c'est ça qui nous fait vivre. Hein, parce que si l'informatique c'était simple, on n'aurait pas de boulot, quoi. Donc le quantique, c'est bon, ça donne du boulot. Alors pour l'instant, il n'y a pas d'économie quantique monstrueuse. Hein. Dans le monde, il y a quelques milliers de personnes, alors qu'il y a des dizaines de millions d'informaticiens. Donc pour l'instant, l'économie du quantique, c'est une toute petite économie. Mais petit à petit, elle va grandir. Alors, ce qu'on peut estimer, en termes de taille de marché et de taille de compétences nécessaires, c'est que dans les 20 ans qui viennent, ce qui donne un laps de temps assez long, quoi, la croissance de ce marché-là, au fur et à mesure de l'évolution de la physique, va permettre à ce marché d'aboutir à la taille du marché des supercalculateurs, qui est lui-même un marché niche. Et l'un des grands enjeux, qui reboucle d'ailleurs sur la question de l'algorithmie, l'un des plus gros enjeux, je pense, à long terme du quantique, ça va être d'être capable d'utiliser les capacités des ordinateurs au gré de la puissance qui va augmenter, mais d'inventer des cas d'usage que je qualifierais de grand public, disons, qui touchent des marchés de volume. Parce que le jour où, un, ça marche, et deux, on invente des usages pour faire de la médecine personnalisée, pour optimiser les transports de véhicules autonomes, c'est un des problèmes mathématiques compliqués à résoudre aujourd'hui, là, on fait grandir le marché. On passe d'un marché de niche, supercalculateur, à un marché de data center, où on met plein de serveurs dans des data centers. Il y a même des startups américaines qui essayent de faire des ordinateurs quantiques portables. Alors ils ont un peu fumé, les mecs, c'est de la photonique, pourquoi pas, mais dans un premier temps, la plupart des ordinateurs quantiques qui ressemblent aux machines IBM, ça sera des trucs de plusieurs mètres cubes qu'on met dans une salle blanche. Ça ne nécessite pas forcément des centaines de mètres carrés, ça prend moins de place, mais il faut quand même une infrastructure physique, et c'est plutôt fait pour du cloud. D'ailleurs, si je prends D-Wave, que j'ai cité plusieurs fois, c'est le Canadien qui fait des ordinateurs à recuit quantique un peu bizarres, eh bien les D-Wave, il se trouve que j'ai eu l'occasion de rencontrer le CEO de la boîte il y a 1 an, à Paris. Non, il y a 1 an, je dis que c'est en juin dernier, c'est il y a 6 mois. Et je lui ai posé la question en me disant, mais au fait, t'en as vendu combien? La boîte, elle existe depuis 20 ans, et ça fait 8 ans qu'ils en vendent des machines. Et là, j'ai senti un petit peu à l'aise, mais le mec, il m'a dit, on en a vendu 4. Genre Lockheed Martin, la NASA, Google et je sais plus qui est la NSA probablement. Et en fait, ils en ont construit 30. Pourquoi? Parce que dans les 26 qui restent, il y en a 3-4 qui sont des ordinateurs expérimentaux, et en fait, ils en ont plus d'une vingtaine qui sont dans le cloud. Et donc, ils ont des clients, notamment dans les boîtes de pharma, qui utilisent, en payant $1 million par an, les capacités de calcul, mais en time sharing, quoi. C'est-à-dire qu'ils utilisent le partage. Il y a une autre compétence dont on va avoir besoin, qui est un peu voisine de ces compétences qu'on a dans le monde du système embarqué. On va avoir besoin de gens qui créent des compilateurs, des gens qui créent du middleware, des gens qui créent donc des bibliothèques applicatives, métiers. Donc les gens qui vont créer des couches de logiciels intermédiaires entre les couches basses, qu'on pourrait qualifier de assembleur ou macro-assembleur en langage machine, et les couches plus hautes, qui vont être utiles pour créer des applications métiers. Et bien, tout est inventé. Hein. Il y a quelques dizaines de startups là-dedans, mais tout est inventé à partir de zéro. Système d'exploitation, logiciel de commande qui tourne sur l'ordinateur classique, mais qui pilote l'ordinateur classique, quantique. Quasiment tout est inventé. Donc en fait, le marché est tout neuf. En fait, il faudrait que vous imaginiez que vous êtes étudiant d'une école d'ingénieur en 1945, l'année où l'ENIAC sort. Et l'idée, c'est de construire l'IBM 360, que certains connaissent quand ils connaissent l'histoire d'informatique, et qui est sorti en 65, quoi, qui est sorti 20 ans plus tard. On est un peu dans la même dynamique, c'est-à-dire qu'un cycle lent, un peu le début de l'informatique. Certains espèrent l'accélérer. Il y en a qui disent, oui, dans 10 ans, je te fais 2000 qubits, et là, ça arrache bien. Mais bon, on ne sait pas, quoi. Autre question? Ouais. Donc là, le mode de programmation dépend de l'architecture sur laquelle on travaille. Aujourd'hui, le mode de programmation dépend effectivement de l'architecture. Si tu fais du porte quantique universel, ou du MVQC, ou du topologique, ou du adiabatique, avec D-Wave, ça n'a rien à voir. En plus, hein, ce petit détail, mais en plus, ça n'a rien à voir. Le modèle mental n'est pas le même, quoi. Tu penses différemment à chaque fois, quoi. Alors aujourd'hui, la plupart des gens font du quantique universel. Et un peu d'adiabatique avec D-Wave, parce que c'est le seul qui marche à grande échelle. Mais alors les deux autres modèles, là, le MVQC et le topologique, c'est un animal exotique, on va dire. Ouais. Et il y a des moyens de passer... De l'un à l'autre? Ouais. À quel point de vue? Je veux dire, on sait...
Enfin, typiquement, l'algorithme de cassage, De Shor, optimisation, il est exprimé dans les différents solutions ou... L'algo de Shor, alors, il est le plus efficace sur un ordinateur quantique à porte universelle, mais il est exécutable sur du D-Wave, un peu moins efficacement. Il y a un théorème dont j'ai oublié le nom qui dit qu'un algo quantique à porte universelle est transposable en algo adiabatique. J'ai oublié le nom du théorème, mais pas forcément avec le même niveau d'efficacité, et réciproquement, on peut aller de l'un à l'autre. Et c'est un théorème de théorie de la complexité, quoi, qui dit qu'on peut aller de l'un à l'autre. Moi, rien que la théorie de la complexité, vous ne vous endormez pas pendant 3 mois. Hein. Moi, j'ai toujours pas compris. Hein. Enfin, j'ai essayé de comprendre et tout. Les problèmes NP complet, NP difficile, NP je sais plus quoi. Qui connaît ça d'ailleurs dans la salle? Toi? Ouais. Qui? Il y en a un qui a levé 4 doigts. Qui d'autre? Qui connaît les théories de la complexité NP, NP complet? Il y en a un là-bas, puisqu'il fait de l'IA. Bon bah voilà, c'est du taf. Hein. Autre question? Non, oui, alors j'ai une règle quand je fais des conférences, j'essaye d'alterner les questions posées par des hommes et des femmes. Ah bah Léna. Ah non, moi j'ai pas de question, oui. Là. Alors, vu qu'il y a un quart de femmes dans la salle, on va se demander est-ce qu'il y a des. Non? Pas timide, trop timide? Non, quand même, si. Où ça là-bas? Oui, oui. Des hommes, mais bon. Non, mais je vois que des hommes qui le doivent. Ok, c'est pas grave. Mesdames. Après, je vais en prendre une au hasard. Hein. Et là, je me cache sous la table. Ouais. Tout à l'heure, en boulot, vous avez dit que vous vendez des machines à... Ils sont à 2000. Ouais. Mais la dernière expérience, c'est peut-être en Google ou souvent les... 53. Et quoi? Je sais pas comment ils peuvent vendre des machines à 2000 alors que les expériences sont à 53. Parce que c'est une très bonne question que je me suis posée il y a longtemps. En fait, les 2000 qubits de D-Wave sont un peu l'équivalent d'environ 20 à 40 qubits de Google. Parce que en fait, les qubits de D-Wave, d'abord, ils n'utilisent pas la même méthode, ils utilisent le recuit quantique, un truc tordu, et en plus, ils font beaucoup de bruit. Et comme ils font beaucoup de bruit, ils sont dégueux, quoi. Et comme ils sont dégueux, il en faut plus pour faire la même chose. Je simplifie à l'extrême, mais... Et donc, en fait, les 2000 qubits de D-Wave, c'est équivalent de 20 à 50 en qubits universels. Et est-ce que dans ce cas-là, utiliser des qubits plus efficaces? Alors aujourd'hui, d'après les chiffres qui sont publiés, les qubits de Google sont parmi les plus propres, en termes de bruit. Bah, vous l'avez vu dans les courbes que je vous ai montrées. Je vais la remettre comme ça, on va voir à quoi je fais allusion. C'était au début de la présentation, on va revenir très vite. Je suis peut-être, je sais pas si je vais faire éclater quand même, tant pis, mais je vous ai mis un joli crowbar avec. Ça, c'était pas loin d'ici. Voilà, juste les taux d'erreur juste avant là. Voilà. Donc là, vous voyez les taux d'erreur. Le vert, c'est la lecture. Le bleu, c'est une porte sur un seul qubit. Et le rouge, c'est une porte à 2 qubits. Donc vous voyez, il y en a qui sont vraiment dégueulasses. Hein. C'est Rigetti, une start-up américaine, qui utilise une techno voisine de celle de Google. Ils ont un taux d'erreur sur une porte à 2 qubits de 14%. Quoi. Donc j'imagine, vous faites 3 opérations, c'est foutu. Quoi. C'est une horreur. Et là, vous voyez que le Google à 9 qubits, il y a un an, était pas mal, et le Google à 53 qubits. En fait, plus on augmente les qubits, plus le taux d'erreur augmente aussi. Bon. Et donc, le chiffre qui est là est pas mal. Et alors, IBM, ils ont annoncé au CES, ça n'a rien à voir avec le CES, ils ont annoncé au CES qu'ils avaient une nouvelle génération de celui-là, le Poughkeepsie à 20 qubits, ou un de ceux-là qui a 20 qubits, je ne sais pas comment ils l'appellent d'ailleurs, et qui avait moins d'erreurs que ce qu'ils avaient ici. Mais ils ont quand même entre 0,5% et 2% d'erreurs dans les traitements des qubits, quoi. C'est beaucoup. Donc, voilà, pourquoi D-Wave? Alors, un jour, j'ai posé la question à une start-up canadienne qui s'appelle Protein Cure. Eux, leur job, c'est que de faire du repliement de protéines. Spécialisé, hein. Genre un truc qui se vend à petite échelle, mais qui ne marche pas à grande échelle. Donc eux, je leur ai demandé, mais tu replies combien de bases? Combien d'acides aminés dans ta protéine? Et combien sur un D-Wave et combien sur un IBM? Et là, il me dit, sur IBM, j'arrive à 6 bases, et sur D-Wave, j'arrive à 10 ou 12. Donc 2000 qubits par rapport à 20 et quelques qubits d'IBM. Ça donnait une espèce d'avague de comparaison de nombre de qubits et de puissance, quoi. Autre question? Alors, une au hasard. Elle baisse tous les yeux. Non, mais
Toi, t'avais l'air intéressé, je sais pas. Non? Pas de questions? C'est un peu complexe. C'est compliqué, hein. Tu es dans quel domaine? Objet connecté, ingénierie. T'es ECE? Ancien élève? T'es élève ou ancien élève? Tu es élève actuellement? En quelle année? La dernière. En dernière année, d'accord. Et tu veux travailler dans l'IoT? Oui. D'accord. En fait, on a eu des cours d'informatique quantique. Du coup, Ah, vous avez déjà eu les cours? Et pourquoi je suis là, alors? Pour aller plus loin. C'était quoi? C'était la première couche, quoi. Je ne pas aller aussi longtemps en profondeur. Ah, moi j'étais plus en profondeur que le cours. Donc je peux devenir prof, alors? Non, peut-être. D'accord. Et c'était intéressant? Oui. D'accord. Je serais pas là sinon. Hein? Je serais pas là sinon. D'accord. Et ça t'inspire quoi? Inabordable, compliqué, dans un futur lointain Ouais, je pense pas que ce sera si lointain que ça, mais Ouais. c'est assez complexe à saisir. Ouais. Il y a beaucoup de variables. Ah, il y a beaucoup de variables, je suis d'accord. Beaucoup de science. Mon expérience personnelle, c'est que quand tu t'intéresses au quantique, tu es obligé de redevenir un ingénieur vraiment généraliste. Parce que tu fais un peu de chimie, un peu de physique, de l'algorithmie, des mathématiques, la théorie de la complexité, de l'ingénierie, un peu de frigo, un peu de gaz. Je vais donner un exemple de truc que j'ai découvert qui m'a semblé passionnant, c'est l'hélium. Donc j'ai découvert la superfluidité, qui est une propriété de l'hélium à basse température. J'ai découvert que dans un cryostat d'ordinateur quantique, en fait, on est amené à utiliser deux formes d'hélium. On utilise l'hélium 3 et l'hélium 4. C'est deux isotopes différents. Le plus rare, si je ne me trompe pas, c'est le 3. Alors le 4, on arrive à le produire en quantité correcte, mais pas énorme. Et le 3, il est compliqué à produire parce qu'en fait, on le produit, je ne sais plus comment, c'est la désintégration du tritium qui vient des restes de bombes atomiques qu'on recycle, hein, quand on supprime les bombes atomiques, et on peut le produire dans certaines centrales nucléaires très spécialisées. Alors j'ai découvert qu'aux États-Unis, ils avaient une centrale dans le Tennessee, qui s'appelle River Lane, je sais pas quoi, où ils fabriquent de l'hélium 3. Pas cher. Genre, je sais plus combien alors je crois que l'hélium 3 pour un frigo quantique, c'est entre 15 000 et 45 000 dollars juste pour le 3. Après le 4, il est moins cher, mais il y a déjà une quantité en milliers de dollars d'hélium. Donc trouver un moyen d'avoir moins d'hélium 4 peut être intéressant. Alors vous savez comment on fait pour trouver un moyen d'avoir moins d'hélium 4 ? Il y a une solution, mais un peu tordue, c'est d'essayer de créer des qubits qui ne nécessitent pas de refroidi aussi bas. Et c'est ce que fait Maud Vinet à Grenoble, au CEA. Elle travaille sur des qubits qui pourraient fonctionner en théorie à 1 Kelvin, au lieu de 15 millikelvin. Le simple fait de passer de 15 millikelvin à 1 Kelvin, ça permet de se passer en partie de l'hélium 4. Et de faire donc des cryostats plus simples. Au CNRS à Grenoble, ils construisent leur propre cryostat. C'est des fous furieux. Hein. Des mecs qui font que de l'hélium. C'est de l'ingénierie. Hein. Donc c'est plutôt des chimistes en fait. Chimistes, physiciens. Un jour, on fera de l'IoT quantique. Hein. Un jour. Peut-être qu'un. Je vais donner un exemple d'IoT quantique que tu pourrais faire. Je parle de ta carrière. Hein. Tu vas chez Thales à Palaiseau, dans un laboratoire qui s'appelle TRT. Donc c'est Thales Research, je sais pas quoi, technologie, un truc comme ça. Et donc c'est un labo de recherche fondamentale, de recherche appliquée de Thales. Et les cocos, là, chez Thales, ils travaillent. Alors je vous retrouve le bon slide, hein, c'est quelqu'un qui va avancer, on va aller sur la métrologie, je vais vous montrer ce qu'ils font. Les mecs, ah là là, allez, plus vite. Voilà, on va y arriver, je vais vous montrer la métrologie, voilà. Alors les mecs, ils travaillent là-dessus, ils travaillent sur ce truc-là. Et bien aujourd'hui, ils sont capables de faire des microgravimètres qui tiennent dans la main. Voilà. Et ils veulent créer, à partir de ces technologies-là, des sortes de GPS, mais sans satellite. Et l'idée qu'ils ont, c'est d'utiliser les propriétés de la métrologie quantique pour créer des capteurs de position pour les véhicules autonomes, qui permettront par exemple de savoir où est un véhicule, notamment quand il traverse un tunnel. Parce que dans le tunnel, le GPS, ça marche pas très bien. Genre tu fais le tunnel de Fréjus, c'est mal barré quoi. Donc ils travaillent là-dessus, et leur idée, c'est de créer un truc qui soit ultra miniaturisé, donc qui devient un produit qui tient dans la paume de la main et qui peut se mettre dans une voiture, pour permettre à des véhicules autonomes de fonctionner correctement. Et vous imaginez la taille du marché. Si on passe d'un truc qui sert à détecter des sous-marins à un truc qui permet à des voitures de rouler, on passe d'un marché de 1 à un marché de 10 000 en taille. Et ça, c'est un mélange d'ingénierie, de physique, un peu d'informatique, pour être capable, de traitement de données aussi, pour créer un marché de masse sur la métrologie quantique. Donc tu vois,
C'est de l'IoT en fait. C'est une forme d'IoT. Bon. Vous êtes tous morts. Qui d'autre? Mesdames. C'est maman et la fille ou... Hein? Ah d'accord, laquelle est physicienne? Ah, c'est bien. Tu es physicienne? Non? Tu es ingénieur? T'es en 2A ici? D'accord. Donc c'est un peu jeune pour des... Et madame, vous êtes scientifique? Non. Ah, pas du tout. Vous avez dû souffrir alors. Vous êtes courageuse d'être venue, oui. Mais c'est l'avenir, enfin, c'est un bout de l'avenir. Vous deux là. Moi je suis en biologie. T'es en bio? Bah, tu es une future utilisatrice. Je préfère venir au hasard. Hein? Je préfère venir là-bas. Tu vas faire des manips? T'es en plus en manip? D'accord. En bio, quel genre de bio? Là pour l'instant je suis en études. Ah, aux études, en études, d'accord. D'accord. Bah, un jour, peut-être que tu feras des biologies quantiques. Non? Ou pas? Non, mais il faut savoir qu'une partie du travail de labo, ça sera remplacé par un ordinateur quantique. Une partie. C'est-à-dire qu'on aura besoin de faire moins d'expériences in vivo ou dans des éprouvettes, dans des boîtes de pétri, on les fera dans l'ordinateur. Dans 20 ans, 25 ans. Voilà. C'est bon? Ah, là il y a encore une question. Oui. Il utilise de la micromagnétométrie à base de diamants. C'est ça le principe de base. C'est dans mon bouquin. Lisez mon bouquin, c'est page 252, quand je ne sais plus quelle page c'est, mais il y a 15 pages de métrologie quantique, j'ai donné tous les pointeurs, toutes les présentations qu'il faut lire pour comprendre en détail, quoi. Monsieur qui est là. Ouais. C'est juste, vous avez listé les chercheurs tout à l'heure. Oui. Et vous avez cité une personne qui travaille sur les qubits siliciens, et je voulais juste savoir qui c'était déjà. Maud Vinet. Maud Vinet. Mais elle n'est pas seule, hein. Elles sont plusieurs là-dessus. Maud Vinet, elle est ici, elle est là. D'accord. Retenez bien son nom. Hein. Retenez bien son nom, dans 5 ans c'est une star. Elle va déjà être starisée bientôt, mais c'est dans 5 ans c'est une star. Alors elle travaille avec une autre personne, je ne sais pas si je l'ai mis dans les photos là, je ne le vois pas. Tristan Meunier, est-ce qu'il y a un Tristan Meunier qui circule là? Elle a un de ses collègues qui est Tristan Meunier, elle bosse avec Alexis Ofer, c'est les 3 que je connais, avec un autre qui s'appelle Franck Balestro. C'est les 4 Top Gun de Grenoble qui pilotent un peu tout ça. Et ils se complètent, hein. Ils se complètent. Et ces gens-là, ils vont dépoter. Il y a une autre équipe qui va dépoter, c'est une équipe qui est pilotée par des gens qui sont à Palaiseau. Ils sont à l'Institut d'Optique, et ils ont créé une start-up qui s'appelle Pascal, avec un Q. Et ils travaillent sur un ordinateur quantique à base d'atomes froids. Alors c'est du rubidium, je crois, l'élément qui est utilisé. C'est contrôlé par des lasers. J'ai visité le labo. Hein. Bon, c'est bizarre, c'est des bancs optiques avec des lasers dans tous les sens. Et eux, ils pensent que dans moins de 2-3 ans, ils auront 100 qubits. De qualité au moins équivalente à celle de Google. S'ils y arrivent, c'est pas mal, quoi. S'ils arrivent à mettre 100 qubits dans moins de 3 ans, c'est énorme. Et si en parallèle, Maud Vinet arrive à faire 100 qubits, c'est aussi énorme. Mais c'est ainsi, hein, chaque fois, je ne vous promets rien. J'en rêve parce que je voudrais que la France réussisse. C'est ça mon truc. Hein. Je voudrais que l'équipe de France réussisse dans le domaine et que l'excellence de nos chercheurs et des outils industriels qui sont là permettent à la France d'être aussi bonne, si c'est pas meilleure que les Américains ou les Chinois. Dont j'ai pas beaucoup parlé, mais qui investissent beaucoup sur le sujet. Oui. Une dernière pour la route. Oui. Vous avez montré la représentation des qubits avec les lecteurs. Ouais. J'ai été très vite, hein, mais bon. Ouais. Est-ce que vous savez comment ça marche quand ils ont deux étapes possibles? En termes de représentation, alors oui et non. Parce que représenter une sphère à 4 dimensions, c'est assez compliqué visuellement. Mais mathématiquement, c'est la même chose. Passer de 2 dimensions. En fait, la sphère de Bloch, c'est 2 dimensions, c'est pas 3. Parce que le vecteur, il est de taille 1 toujours, hein, bon, en théorie. Même s'il y a des états mixtes qui permettent de mélanger des trucs un peu compliqués. Mais en gros, le principe est simple à comprendre à 2 qubits. Enfin, à 2 états et à 3, 4. Alors les Chinois, récemment, ils ont fait un système à 3 états de photons. Ils ont fait une expérience à 20 qubits qui étaient des qubits, je crois, on dit, quand il y a 3 états. Mais c'est plus compliqué à utiliser et c'est pas
standardisé, c'est-à-dire qu'en fait, si vous mettez 4 niveaux, 5 niveaux, bah, la programmation est différente, les modèles de mathématiques sont différents, donc je pense pas que ce truc-là va se développer, en tout cas, au nez, ça n'a pas l'air de se développer. La quasi-totalité des boîtes privées qui font des ordinateurs quantiques aux États-Unis sont sur des qubits des qubits, quoi, de 2 niveaux, et il n'y en a pas trop qui se prennent la tête à faire 3-4 niveaux. Mais il y a des chercheurs qui aiment bien tester N niveaux, quoi. Et je suis pas assez pointu pour juger du bien fondé, à la fois mathématique et physique, d'aller sur 3-4 niveaux. Je sais même pas, par exemple, dire si le taux d'erreur est meilleur ou moins bon, quoi. Je suis bonheur quand même que si on met 4-5 niveaux, le taux d'erreur doit pas être ça doit pas être génial, quoi. J'ai pas confiance, quoi. Moyennement. C'est bon? Encore? C'est vrai? Quand est-ce que, déjà, est-ce que c'est la bonne méthode? Quand est-ce qu'on dépassera le cerveau animal ou le cerveau humain? Le cerveau humain, ben ça c'est une question à poser aux gens qui font de l'IA, mais bon, parce que ça se compare pas. Je vais vous dire pourquoi. Il y a des mais choses non. où Je vais vous dire pourquoi. on est loin quand même. Je vous affiche un tableur Excel. Je remplis 10 lignes, 10 colonnes. Je mets des formules mathématiques. Le tableur Excel vous dépasse déjà. Pourquoi vous embêtez à poser la question sur l'ordinateur quantique? La moindre calculatrice va plus vite que vous. Déjà aujourd'hui. Donc votre cerveau est déjà dépassé. Un cerveau animal, il sait se repérer dans l'espace, il sait... Parce qu'il gère plein de fonctions complexes, mais aujourd'hui sur du calcul... Il sait conduire une voiture. Sur du calcul brut, mais il faut voir la fonction qui est réalisée par l'ordinateur. La fonction réalisée par un ordinateur classique comme quantique, de toute façon c'est du calcul que l'homme ne peut pas faire. Oui, mais par contre ce que nous on fait, c'est pas le faire. C'est dans les deux cas, c'est complémentaire. Donc les gens qui disent oui on fera de la robotique avec des ordinateurs quantiques, avec des ordinateurs, avec des cerveaux intelligents, etc. Ça c'est de la science-fiction, c'est pas de l'informatique. Pour l'instant. Déjà avec l'IA on a le même problème, les gens qui parlent de faire de l'IA générale, une espèce de truc mythique qui est une IA qui réfléchit comme le cerveau humain, et qui raisonne par référence, qui raisonne par déduction, qui raisonne avec toutes les méthodes de raisonnement humaines ou animales. Bon, bah, c'est déjà, rien que ce truc-là, sans faire du quantique, c'est déjà un mythe. Donc, le faire avec du quantique, c'est encore plus compliqué. Et de toute façon, le quantique n'est pas trop fait pour ça. Parce qu'il y a des gens qui disent que oui, en fait, le cerveau lui-même, il est quantique parce que quand il prend des décisions, il superpose des états, etc., etc. Il y a des gens qui travaillent sur les microtubulines. Regardez mon bouquin, je parle des microtubulines. C'est des protéines, enfin, c'est des systèmes complexes qui sont dans les axones des neurones et qui ont des états quantiques. Et qui permettent de dire à certains, comme Roger Penrose, qui est un scientifique anglais, que en fait, le cerveau, il est quantique et donc tonton. Et là, on tombe dans un problème qui est la notion de réductionnisme et la notion de complexité de la science, c'est que quand on découvre un phénomène physique à très bas niveau, ça n'explique pas forcément un phénomène qui est 3 niveaux au-dessus, quoi. Parce qu'on ne sait pas faire le lien entre tous les niveaux scientifiques, entre l'atome, l'état quantique d'un atome, et puis les neurones, et puis la relation entre les neurones, et puis le savoir, la connaissance. Alors j'ai écrit un bouquin aussi sur l'IA, qui vulgarise l'IA, sur ces questions-là aussi. J'ai étudié pas mal la neuroscience et le fonctionnement du cerveau. La partie du cerveau la plus complexe, c'est jamais celle qu'on croit en fait. J'ai découvert que le bout du cerveau qui est le plus compliqué, c'est pas du tout le cortex visuel ou le cortex moteur ou le cortex, la partie préfrontale qui contient la mémoire et le raisonnement. En fait, c'est très con ça. La partie la plus compliquée, c'est le cervelet. C'est la partie qui est à l'arrière du cerveau, qui gère la partie motrice et en gros le coprocesseur moteur du cerveau. C'est le plus compliqué. Il y a 2 fois. En gros, quand vous décomposez les nombres de neurones qu'il y a dans un cerveau, les 2 tiers sont dans le cervelet, sont ultra denses, avec très peu de cellules gliales qui contrôlent le fonctionnement. C'est très temps réel. Et tout le reste du cerveau, il est très lent. Et il n'y a que 1/3 des neurones qui sont dans le reste. Puis le cerveau limbique au milieu qui gère les émotions, les hormones et tout ça, et qui contrôle un peu l'ensemble. Et en fait, le cervelet, c'est une usine à gaz ultra compliquée. Il y a quelques millions de cellules qu'on appelle cellules de Purkinje, genre elles ont 400 000 connexions. Et c'est ça qui fait qu'on apprend à marcher, quand on est gamin, on forme les connexions dans le cervelet. Quand on apprend à danser, à conduire, à faire du vélo, à tenir un micro, à parler avec les mains, à guider ses yeux, tout ça, c'est le cervelet en fait. Ou le lion qui cherche la gazelle, quoi. C'est le même principe, c'est le cervelet, quoi. Et ça, c'est plus compliqué à faire que du raisonnement. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle les robots qui imitent l'élégance mécanique et élastique de l'homme n'existent pas encore. L'homme, c'est 700 muscles.
Un robot, c'est 32 moteurs maximum. Et moteurs tournants, pas muscles striés. Donc il y a du taf pour faire un robot quantique. Hein. Ou un cerveau quantique. Question ici. Petite question pour toi. Est-ce que l'évolution du nombre de qubits sur ces dernières années semble commencer à suivre la loi de Moore? Votre question, est-ce que le nombre de qubits suit la loi de Moore? Alors ça dépend de qui fait le graphe. Non, sans rire. Parce qu'il y a des gens qui font des graphes qui montrent que c'est exponentiel. Mais c'est du pipeau. En fait, ils mélangent des qubits propres et des qubits dégueux. Donc il y en a qui disent, voilà, il y a 2 ans, il y a Rigetti qui a dit qu'il faisait 79 qubits, ou je ne sais plus, IonQ. Et ils mettent ça sur le graphe. Et ils disent, bah, ceux d'IBM qui sont à 20, ils sont en dessous. Et puis ils disent, ça fait x2, x3. Et en fait, les 79 de IonQ ou Rigetti, ils ont un taux d'erreur qui est dégueulasse. Alors que les 20 d'IBM ou de Google, ils sont meilleurs. Donc en fait, les vraies courbes propres à taux d'erreur équivalent, elles sont plus lentes que de l'exponentielle, pour l'instant. Donc méfiance, quoi. Bon. Mais quand même, les premiers doubles qubits, c'est 2002, en qubit universel, hein, dans la fameuse catégorie à droite, là, dans mon tableau. On était à peu près à 20 propres il y a 1 an, environ, 2 ans. IBM et Google ont atteint 53 qubits à peu près propres. Donc ils sont une forme de doublement par rapport à il y a 1 an, 2 ans. C'est pas mal, bon. Mais c'est pas... il y en a qui ont annoncé 129 qubits, je crois que c'était IonQ. En plus ils mettaient des qubits et puis de la mémoire à côté, enfin c'était très compliqué. Il y a même Intel qui en 2018 a annoncé un système à 1500 qubits. Ils ont même montré un wafer. Et ils ont dit, voilà, je montre un wafer, la galette de 30 cm, là je mets 1500 qubits. Sauf qu'ils avaient effectivement créé 1500 qubits de silicium sur le wafer, mais ils ne l'avaient pas mis dans une bécane et ils l'avaient testé avec un taux d'erreur. Donc c'était juste un proto, quoi, mais pas testé. D'ailleurs, ça fait 2 ans et il n'y a toujours pas de test. Donc ils ont juste fait un wafer en disant, coucou, regardez, on a un wafer, mais pas caractérisé. On appelle ça la caractérisation, ils n'ont pas caractérisé la performance du wafer, enfin des chipsets dans le wafer. À côté de ça, les gens du Leti, eux, ils fabriquent des trucs en test, et ils testent 2 qubits, 4 qubits, ils en sont qu'au début. Les Australiens font la même chose. Et des Anglais d'Oxford, il y a une start-up qui est créée là-bas, et Intel aux États-Unis. C'est les 4 en gros qui travaillent là-dessus. Mais ils avancent lentement. Mais il faut savoir que les gars qui font des qubits, pour faire un qubit, même silicium, il y a genre 20 spécialités en physique. Hein. Il y a des mecs qui travaillent sur tel bout de la jonction, de telle partie du matériau, il y en a qui travaillent sur la fabrication, il y en a qui travaillent sur la caractérisation, il y en a qui travaillent sur la qualité des jonctions. C'est compliqué, quoi. Il y a des spécialités dans les semi-conducteurs pour fabriquer ça. Il y a les ingénieurs de la fab, du contrôle qualité, c'est beaucoup de spécialités sur le terrain. Et pareil pour les qubits supraconducteurs. Alors la différence entre un qubit supraconducteur et un qubit silicium, en termes de techno de fabrication, c'est qu'un qubit supraconducteur du type de ceux qu'il y a chez Google, IBM ou chez Rigetti, qui sont les 3 américains qui travaillent là-dessus, en gros ça nécessite une fab qui coûte entre 20 et 50 millions de dollars. De matos, quoi. C'est à peu près la pièce qui est là. Vous mettez 20 à 50 millions de dollars et vous pouvez faire votre petit qubit supraconducteur qui tient sur 100 micromètres, quoi, micro. Si vous voulez faire un qubit silicium, très bien intégré, là il faut entre 1 et 2 milliards de matos, dont le fameux truc qui est à Grenoble dont je vous parlais. Et il y a 2 endroits en Europe où on a ça. Il y a l'IMEC qui est en Belgique, il y a le Leti à Grenoble et il y a l'Oregon chez Intel. C'est les 3 endroits connus où on peut faire ça. Donc ça limite le jeu, quoi. Et nous, on est dedans. Donc c'est pour ça que j'ai un peu d'espoir que Maud Vinet y arrive. Parce qu'elle a le matos, elle a les gens, elle a les chercheurs du CNRS, les chercheurs du CEA, les ingénieurs qui font l'ingénierie, qui travaillent sur tous les aspects, Alexis Hofer qui travaille sur la thermodynamique, pour vérifier que tout ça, ça génère pas trop de chaleur et on sait maîtriser la chaleur. Il y a un truc que j'ai découvert il y a 1 an qui est extraordinaire, c'est que quand vous êtes dans un frigo à entre 4 Kelvin et 15 millikelvin, dans le frigo, par exemple chez IBM, vous êtes obligé de mettre de l'électronique. Parce que comme on envoie des micro-ondes sur les qubits, et qu'on lit le résultat via un magnétomètre, on est obligé de mettre un préamplificateur pour amplifier les micro-ondes qui vont sur le qubit, dans le frigo, et on est obligé de mettre un préamp pour la lecture. C'est un préamp, quoi. Préamp entrée, préamp sortie. Le problème, c'est qu'un préamp, ça consomme de l'énergie.
eh ben ça chauffe. Donc en fait, si ça chauffe, ça remonte à température dans le frigo. Donc on a ce qu'on appelle un budget thermique de réchauffement de l'intérieur. Et ce budget, il limite le nombre de qubits et le nombre de préampes, parce que ça limite le nombre de préampes qu'on met dedans. Et c'est une des raisons qui fait que j'ai pas confiance dans le qubit supraconducteur. Parce que si on met 200 qubits supraconducteurs, on est obligé d'avoir plus de préampes. Et si on a plus de préampes, ça va chauffer. Et comme le budget thermique du cryostat il est limité, on est coincé. Alors j'ai la chance d'interviewer en juin prochain John Artinis à Paris, dans une conférence que je vais animer. Et je vais lui poser la question. J'ai déjà posé la question à un mec qui bosse pour lui en novembre dernier. Ils sont un peu coincés quand on pose la question. Et donc, si on peut travailler à 1 Kelvin, on a un budget thermique qui est plus haut. Et on peut donc avoir plus d'électronique qui contrôle le truc, et donc on peut augmenter dans le qubit, aller plus loin. Ça, c'est pas mal. Oui. Excusez-moi, c'était pour rebondir sur ce que vous dites tout à l'heure. J'ai un petit peu la présentation pour la compilation des données. C'est les architectures avec les Josephson, oui. Je suis un conducteur, vous savez que pour l'instant, les conducteurs, du coup, marche du coup à très basse température. Oui, à 15 000 Kelvin en gros, oui. C'est un petit peu le problème, mais avec les avancées maintenant, parce qu'on voit un petit peu à monter les superconductrices. Avec le graphène en ce moment, avec les rotations de plantes, est-ce que ce serait pas une solution pour sauver cette architecture du coup pour remonter la température? Peut-être, mais à ma connaissance, effectivement, il y a beaucoup de travaux pour créer des matériaux supraconducteurs à plus haute température. On va à 70 ou plus Kelvin, hein. Mais c'est pas pour faire du Josephson, à ma connaissance. Mais bon. Alors par contre, je vais vous dire un truc marrant en ingénierie, c'est que les Américains, notamment la DARPA aux États-Unis, ils financent de la recherche pour créer des transistors qui fonctionnent à effet Josephson, non quantiques, à très basse température, pour limiter la consommation d'énergie des supercalculateurs. Mais ça, c'est une autre branche, c'est une branche non quantique. Vous voyez, parce que l'énergie est un problème, indépendant du temps de calcul. Donc si on arrive à diviser par 100 ou 1000 l'énergie consommée par un supercalculateur en le faisant fonctionner à 15 millikelvin, c'est aussi intéressant. Mais c'est pas du quantique, c'est juste du supraconducteur. Bon, je crois qu'on va s'arrêter. Hein. Non, c'est pas l'heure de s'arrêter. Non. Je sais pas qui organise. C'est toi. On va continuer à un aparté, quoi. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci à tous.